L'entraînement, c'est ma priorité, c'est le numéro un. Je fais pas de concessions sur mes entraînements et le sommeil et la récupération. Mais et après, par contre, en fait, mon travail maintenant, c'est pas trailer pro, c'est pas juste m'entraîner et bien récupérer. Mon travail, c'est plutôt gérer ma communication pour pouvoir vivre de mon sport, quoi. Et pour moi, c'est pas des contraintes, c'est des choses que j'aime faire et c'est des choses que j'essaye de faire vraiment bien. Comme tu l'as dit, j'essaye de pas juste mettre une belle photo et de mettre une phrase motivante qui a pas de sens et qui a pas de profondeur. J'essaie plutôt d'apporter des conseils, d'apporter de la valeur ajoutée. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Mathieu Delpech. Course d'orientation, raid multisport, VTT, escalade, handball, Mathieu a toujours été un grand adepte de sport. Il s'est également fait remarquer très jeune avec des performances en trail significatives dans les catégories espoirs. Le trail, Mathieu a récemment pris la décision de le placer au cœur de son projet professionnel et de s'y consacrer à plein temps alors qu'une carrière d'ingénieur lui tendait les bras. Animé par sa passion viscérale pour ce sport, fort de ses ambitions et mobilisé par les bénéfices que cette pratique apporte au monde, Mathieu est un athlète pleinement engagé. Il va également évoquer avec nous dans cet épisode la façon dont il a géré les blessures auxquelles il a été confronté en 2022 et qui l'ont tenu loin des sentiers. Une période forcément source de nombreux apprentissages pour lui. Enfin, Mathieu va revenir sur sa récente course épique, la Snowdonia by UTMB au Pays de Galles. Une course hautement symbolique pour lui, sur laquelle il a posé les premières briques du chemin qu'il a décidé d'emprunter avec courage et ambition pour son avenir. Mais je ne vous en dis pas plus. Mathieu va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, trempe de lancement. Salut Mathieu, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comment ça va ? Salut Guillaume, c'est aussi un plaisir d'être là, merci de me recevoir. Ça va super bien, même si habituellement c'est l'heure de ma sieste, je vais faire un petit effort aujourd'hui. C'est sympa, essaye de pas t'endormir pendant l'épisode, ça me fera plaisir, je suis un peu susceptible. Non mais du coup j'ai bu un petit café, donc tout va bien se passer. Mathieu, on enregistre cet épisode le 23 mai, qui n'est autre que la date de la journée mondiale internationale mondiale et internationale, ça fait une redite, mais mondiale de la tortue, qui est à l'initiative de l'organisation à but non lucratif American Tortoise Rescue. Au regard de ton rythme sur les sentiers, j'ai l'impression que je me suis un peu trompé de jour pour enregistrer cet épisode avec toi. Eh ben non, pas forcément, parce que la tortue c'est celle qui sait partir doucement et rattraper le livre, donc c'est un peu... La plupart des courses que j'ai réussi, c'est un peu ce schéma que j'avais adopté, donc je pense que ça me correspond pas si mal au final. Bon, on valide finalement. Mathieu, on va commencer par notre question d'ouverture du podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Je te mets une petite contrainte. Tu ne peux pas parler de sport ni de course à pied. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de toi qui ne touche pas directement à ces deux sphères ? Eh ben moi, je suis un garçon qui a grandi dans le Cantal avec un grand frère. Je pense qu'il m'a beaucoup influencé dans beaucoup de domaines. Et donc, j'ai grandi dans la ville de Saint-Flour et c'est une petite ville. Et moi, je suis la dernière maison avant le chemin. Donc après, c'est les champs et les forêts. Et donc, avec les copains, on allait toujours jouer dehors. J'ai vraiment grandi dehors à construire des cabanes, à construire des barrages sur les ruisseaux. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup construit. Donc voilà pour mon enfance vraiment dans le Cantal, tourner nature. Et ensuite, sans parler de sport, des études, des passions autres que le sport. Ça a toujours été lié, mais donc maintenant j'ai un diplôme d'ingénieur que j'ai fait à l'INSA Lyon avec une spécialité génie énergétique et environnement. Ça c'est quelque chose c'est un sujet qui me parle beaucoup et qui m'intéresse énormément, l'environnement et l'influence de l'homme là-dessus. Et ensuite, mes passions, c'est quand même très lié au sport. Hein. C'est quand même un pilier dans ma vie. Donc, si je devais parler d'autre chose... C'est déjà pas mal. Ton âge, je pense pas que tu l'aies dit, Mathieu. Non, désormais, j'ai 26 ans. Ok. Ça va ? Ça va bien. Beaucoup de gens m'en donnent moins, mais moi, je pense que c'est un avantage. C'est que c'est pas du tout quelque chose qui me dérange quand on me dit « Ah, tu fais plus jeune » ou quand on me demande ma carte d'identité pour
pour boire un coup. Moi, ça me fait plaisir, ça me fait rigoler, et je suis comme ça me permet aussi d'être l'éternel espoir un peu. Donc, je pense que c'est bien d'avoir de paraître jeune. Donc, c'est aussi un petit détail sur moi, je pense. De t'être fait refouler l'autre jour à l'entrée du cinéma en allant voir Mario Bros, le film, ça t'a pas vexé? Et c'est interdit au moins de 16 ans, parce que je crois qu'il y a Donkey Kong, au moment il lâche une carapace, et c'est assez violent, mais bon, on souhaite ça à personne de moins de 16 ans. Du coup, je suis allé voir La Reine des Neiges. Mathieu, tu l'as dit, l'outdoor en tout cas était très présent dans tes activités très jeune en tant que loisir. Il y a aussi pas mal de sports en lien avec ça, la course d'orientation, le raid, le VTT, l'escalade. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout ça a trouvé aussi ta place dans ta vie, et puis ce que toi t'aimais le plus parmi toutes ces disciplines? Tu en as touché un certain nombre. Est-ce qu'il y en a qui te plaisaient plus particulièrement avant d'en arriver au trail? Là, tu as surtout abordé des disciplines outdoor, mais en fait, je me suis quand même pas mal construit autour de la pratique du handball, c'est un sport. À niveau sport-études? Ouais, au lycée, j'étais en section handball, et j'ai quand même pratiqué aussi dans une démarche de haut niveau. J'ai fait des sélections en équipe régionale, et donc de 10 ans jusqu'à 18 ans, c'est quelque chose que j'ai fait, et c'est quand même aussi quelque chose qui construit de s'entraîner deux fois par semaine, 3 fois par semaine avec une équipe, de faire des déplacements ensemble le week-end, et de pouvoir partager ça avec des copains. C'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et petit à petit, ma pratique s'est quand même orientée aussi vers les sports outdoor en parallèle, à partir de 14-15 ans, où j'ai vraiment commencé à aller, dès que j'avais pas entraînement dehors, aller courir dehors, aller faire du VTT, aller faire petit à petit de l'escalade aussi. Et le sport qui permettait de rassembler tout ça. Et moi, j'étais excellent nulle part, mais j'aimais un peu tout faire. Et j'étais quand même assez polyvalent. Et le sport qui permettait de rassembler ces sports-là et la qualité de la polyvalence, c'est le raid multisport. Et c'est vraiment un des sports que j'ai préféré pendant mon adolescence, et jusqu'à 20-21 ans, j'ai continué le raid multisport, parce que c'est des qualités d'orientation, vraiment la polyvalence et l'outdoor à son paroxysme. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. S'il y a un sport que je vais faire et que ce serait pas le trail, je pense que ça serait celui-là. En fait, ça serait celui-là parce que c'est tous les autres sports, mais. Et le hand, tu l'as mis de côté pour quelle raison? Petit à petit, je m'épanouissais un petit peu moins là-dedans. Et aussi, tous mes copains, ils ont beaucoup grandi, et moi, je suis resté relativement fin et pas hyper grand. Donc, c'est quand même un sport de contact, même si on s'en rend moins compte par rapport au rugby ou par rapport à d'autres sports. C'est quand même un sport où le physique, il est déterminant. Et prendre des béquilles tous les week-ends et ne plus arriver à pousser la balle aussi fort que tous ses copains, ça fait que même si techniquement j'étais pas mauvais, j'étais quand même, je commençais à avoir des lacunes sur ces sujets-là, et surtout, je m'épanouissais de plus en plus à être dehors et à faire d'autres sports qui me réussissaient peut-être aussi un petit peu plus. Et donc petit à petit, je me suis désintéressé. Et puis quand je suis parti faire les études, et ça je l'ai arrêté pour aussi me focaliser sur la course à pied, parce que en fait l'année de ma terminale, j'ai fait un podium au championnat de France de course en montagne, et ça m'a un peu ouvert des portes. Et du coup, j'ai voulu pousser là-dedans. Je suis entré dans un team. Et donc, après, c'est une démarche de haut niveau. On peut plus tout faire en même temps. Donc, c'est pour ça que j'ai délaissé le handball. C'était un choix, justement, cette approche compétitive, ou c'est par la force des choses? Tu t'es pris au jeu de la course à pied, tu as vu que les résultats ont commencé à suivre, et tu t'es dit, OK, ça vaut le coup de creuser, d'appuyer un peu plus sur la performance? Ouais, c'est quelque chose qui s'est fait plutôt petit à petit. Au début, j'ai commencé à courir pour aller acheter le pain avec mon père le dimanche. Et puis après, mon père, il faisait quelques petites courses locales, donc je me suis dit, il m'a dit, tu peux venir faire la course. Donc moi, j'avais peut-être 13 ans, donc j'avais pas l'âge pour faire les distances, donc on faisait un faux certificat médical pour que je puisse faire les courses. Bravo, monsieur Delpech. Surtout ne pas reproduire, respecter bien les distances, mais moi, je pensais que j'étais capable de le faire, et je voyais pas le problème. Donc j'ai fait des petites courses comme ça, et puis on fait premier de sa catégorie. Ensuite, on commence à faire des bonnes places sur les classements de scratch, et donc on se prend au jeu de vouloir aller faire une compétition où il y a un peu plus de niveau, et ça augmente petit à petit. Et puis après, j'ai rencontré un entraîneur, Fabien Demure, sur une course du coin. Il m'a dit il faudrait que tu fasses de l'athlé. Donc après, j'ai refait de l'athlé. Mais ouais, c'est ça, en fait, pour répondre à la question, c'est quelque chose qui est venu petit à petit, et à chaque fois on se dit je pourrais peut-être faire un peu mieux si je m'entraîne un peu plus, etc. Puis on se prend au jeu de la démarche de haut niveau, et d'essayer d'aller faire de la performance.
Est-ce que par ailleurs, tu avais quand même cette notion-là de plaisir de ce sport pour ce qu'il était, c'est-à-dire d'aller partir un dimanche matin, chausser tes baskets, même si tu étais jeune à l'époque, mais en tout cas de pouvoir profiter de l'instant en étant un peu détaché de cette idée de performance ou de réussite? Est-ce que tu avais aussi ce plaisir très pur, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'est la course à pied? Bah, bien sûr, hein, parce que si j'ai commencé, c'est parce que j'aimais bien ça aussi et je me faisais plaisir à m'entraîner. Et après, c'est pas des choses qui sont forcément contradictoires de vouloir faire de la performance et de prendre du plaisir. Et moi, je continue à prendre du plaisir et c'est vraiment ça qui a été mon moteur au début parce que j'avais pas forcément la volonté de faire des courses et de faire de la performance, mais juste j'aimais bien ça. Et puis j'aimais bien faire des courses, mais sans l'aspect résultat. C'était juste un moyen de se dépasser, d'aller aussi découvrir des nouveaux chemins, partager les déplacements avec des copains, des trucs comme ça. Donc c'était un peu un mélange de tout ça. Et quand on a du plaisir, on performe forcément mieux, c'est sûr. Ça c'est clair. Est-ce que cette approche-là de la performance, est-ce que tu l'as liée à une exigence que tu avais par rapport à toi-même? Est-ce que tu portais ton regard sur les autres et c'était finalement dans un rapport à l'autre, ou c'est vraiment juste pour toi que tu cherchais un peu cette excellence à ton niveau, essayer de te pousser dans tes retranchements, mais pour toi? Ouais, c'est un peu difficile à dire, mais je pense que c'est un mélange des deux. Mais moi c'est avant tout pour moi et pour me dépasser que je fais les choses plus que pour me mesurer et me battre les autres. Et si je suis allé aussi faire les championnats de France, c'était pour savoir moi où j'en étais par rapport aux autres et pas pour battre tout le monde. C'était juste c'était vraiment plus des motivations personnelles. Tu as signé des perfs qui ont été remarquées en espoir. Il y en a une qui a ensuite, un peu plus tardivement, fait particulièrement date, qui était le marathon du Mont-Blanc 2021, sur lequel tu as signé une brillante 2e place. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après pour toi sur cette course? Tu étais déjà exposé, tu avais déjà des résultats qui commençaient à être observés, mais le marathon du Mont-Blanc, c'est peut-être un niveau d'exposition supérieur. Est-ce que ça a changé des choses pour toi dans ta perception de ce que tu faisais, de tes capacités? Et puis, est-ce que tu as senti aussi que le regard de ton environnement, de l'écosystème du trail running et peut-être même d'un plus large public a changé? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après cette course? Pour préciser pour les auditeurs, c'était le 90 du Mont Blanc sur l'événement du marathon du Mont Blanc, c'était le 90 km. Et oui, je pense que clairement il y a eu un avant et un après, pas forcément dans la démarche, mais un peu dans l'exposition et dans la démarche par rapport à l'entraînement, il n'y a pas eu de changement puisque j'étais toujours autant motivé, etc. Mais un peu plus dans la démarche de se dire je peux peut-être vraiment faire quelque chose, je peux peut-être vraiment essayer d'un peu de professionnaliser ça. Le déclic, il a vraiment été sur cette course. Mais par contre, moi, depuis 2015, j'ai quand même une démarche de haut niveau dans le trail et j'ai essayé de faire des performances. Donc, ça fait déjà 6 ans que je faisais beaucoup de courses et que j'avais quand même déjà fait quelques résultats. Donc, peut-être que ça m'a fait découvrir à un plus grand nombre. Mais après, tous les experts et tous les gens qui sont vraiment passionnés, ils me connaissaient déjà relativement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert. Ils me disent je t'ai découvert au 90 du Mont Blanc, etc. Donc clairement, ça a marqué une étape dans ma carrière et jusqu'à aujourd'hui, c'est encore ma course référence. Hein. C'est encore la course où j'ai fait, je pense, la meilleure performance, où j'ai eu les meilleures sensations. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit l'ingénierie c'est bien, mais le trail c'est encore plus cool, quoi. Donc pourquoi pas essayer de se donner les moyens et de continuer là-dedans pour essayer d'aller chercher encore mieux. Ce format de 90, c'était aussi un format qui était un peu plus long qu'habituellement. En tout cas, il y avait aussi peut-être toi, cette découverte aussi de te prouver que tu étais en capacité de rivaliser avec les meilleurs et être au top niveau sur cette distance qui était peut-être celle sur laquelle tu t'étais moins livré jusqu'à maintenant. C'était intéressant pour ça aussi. Ouais, clairement, parce que moi, j'ai toujours été attiré par l'UTMB, par le 100 miles, par les ultras, mais j'ai vraiment pas grillé les étapes parce que aussi, ça m'attirait, mais aussi la performance sur le format marathon m'attirait aussi. Faire du skyrunning, des formats de 3 heures, ensuite des golden peut-être avec des formats un peu plus longs. C'est pas des choses qui m'attirent pas du tout. Hein. Vraiment, le haut niveau dans sa globalité, c'est quelque chose qui m'intéressait, mais j'ai vraiment pas voulu griller les étapes et je me sentais pas forcément prêt pour aller sur plus long. Et en fait, de 2015 à 2021, chaque année, je faisais une course un petit peu plus longue pour voir ce que ça pouvait donner. Et le fait que ce soit une découverte, tu pars avec un peu d'appréhension. Tu pars aussi moins vite et toujours ça se passe bien parce que tu pars toujours en ayant du recul, en se disant c'est plus long que j'ai jamais fait, faut que je parte tranquille. Et à chaque fois ça se passe bien, à chaque fois les courses les plus longues que je faisais, c'est celles que je réussissais le mieux. Et donc je me disais je peux peut-être essayer de faire un peu plus long, Et ce 90 du Mont Blanc, ça a été quand même un gros gap parce que je pense que jusque là la course la plus longue que j'avais fait, ça devait être 5-6 heures et là c'est 11 heures de course. Donc c'est quand même vraiment un cran au-dessus. J'avais déjà fait des sorties plus longues, mais jamais en compétition.
Donc je suis vraiment parti tranquille pour découvrir un peu ce que je pouvais faire sur ce format-là. Et au final, à la mi-course, je me sentais encore super bien. Donc là, j'ai décidé un peu de démarrer pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Et ouais, ça s'est bien passé. Donc ça, c'était aussi une grande satisfaction de confirmer ces sensations que j'avais de potentiel sur du long. Aussi, en fait, sur le Rennes Multisport, c'est des épreuves assez longues. Donc je voyais que j'avais quand même une très bonne stabilité énergétique quand les heures passaient, que par rapport à tous mes collègues, je faisais jamais d'hypo, que quand on finissait, moi j'étais encore ok quoi, alors que tout le monde était fatigué. Donc je savais au fond de moi que j'étais peut-être fait pour ces très longues distances, mais je l'avais pas encore confirmé à pied. Donc c'était vraiment cool de confirmer ça. C'est quoi les déterminants pour toi pour organiser ton agenda sur une année, ton planning de course? Tu définis un ou deux gros objectifs clés, puis ensuite tu construis des étapes intermédiaires, des courses qui vont te mener jusqu'à ces rendez-vous. Comment est-ce que tu organises? Et puis est-ce que tu t'autorises des choix de cœur parfois qui sont pas forcément pleinement cohérents avec ta programmation et ce qui devrait être fait, mais plutôt t'écouter parce que c'est une destination qui t'est chère, un endroit que t'aimes bien, des gens que t'as envie d'aller retrouver? Comment est-ce que tu organises tout ça entre le cœur et la raison? Ouais, moi je me laisse pas trop embarquer par mes envies, mes sensations. Je pense que je suis quelqu'un quand même d'assez très mesuré, très calculateur et qui essaye de vraiment contrôler, etc. Donc je suis plutôt du genre maintenant comment je fonctionne, c'est 2-3 gros objectifs dans la saison et après on construit autour pour arriver en forme à ces moments-là et ça n'empêche pas de faire d'autres courses, mais il y a vraiment des objectifs, j'essaye d'en faire de moins en moins. Surtout, je pense que quand on découvre un peu le sport, on a envie de faire toutes les courses. Il y a tellement de courses qui sont magnifiques, etc. Et au début, pour se construire, je pense que c'est bien aussi pour prendre de l'expérience de faire beaucoup de courses. Moi, ça fait maintenant 10 ans que je fais du haut niveau, donc je sais comment ça fonctionne, les gros rendez-vous. Je pense que j'ai un peu moins aussi de besoin de faire des courses, mais j'aime bien prendre des longues périodes d'entraînement aussi, donc c'est pour ça que je fais moins de courses maintenant. Et ouais, c'est comme ça que je fonctionne. On va ouvrir un chapitre plus pro de ton parcours, encore que là on va le comprendre, le trail running est un sujet majeur de ta carrière et de ce à quoi tu te destines. Tu nous l'as dit, tu as mené des études en génie énergétique en environnement, pour lesquelles tu as été tout récemment diplômé, Champagne. Est-ce que c'était une vraie vocation? Est-ce que cet engagement environnemental notamment, c'est une sensibilité que tu as développée depuis toujours? En fait, je pense que j'ai développé sans me rendre compte en étant dehors et en ayant des parents qui sont aussi relativement sensibles à ces sujets-là. J'avais pas forcément conscience d'être sensible à mon environnement, d'être sensible à ce qui se passait à un niveau plus global et sur l'humanité, etc. Mais en fait, en grandissant dehors et avec l'émerveillement de voir ce qu'il y a autour de moi, je pense que ça s'est construit comme ça. Et après, ouais, quand je suis entré en école, en fait, je suis entré en école d'ingénieur, j'ai eu la chance de bénéficier d'aménagement en ayant fait des sélections en équipe de France de course en montagne, en étant sur liste ministérielle. Donc, j'ai pu faire mon école avec un parcours aménagé. Et après les 3 ans de prépa qui sont normalement en 2 ans, c'est là où j'ai choisi mon département. Et ouais, j'avais pas l'impression que c'était une vocation, mais de tous les départements, c'est celui où je pensais que je pourrais avoir le plus d'impact et travailler dans un domaine qui m'intéressait le plus. Maintenant, ma passion pour le trail est tellement forte que si j'avais à refaire le choix, je sais pas si je ferais, même si ça m'a super intéressé et c'est quelque chose qui me passionne toujours, peut-être que je ferais peut-être un département où il y aurait plus possibilité d'avoir un lien pour travailler plus dans l'outdoor et plus avec un lien avec le trail. Mais ouais, c'est pas pour autant que je regrette ce choix, hein. Je suis vraiment content d'avoir fait ça et ça m'a permis de développer beaucoup de connaissances sur ce sujet qui m'intéresse beaucoup. Tu as annoncé récemment un choix professionnel qui est très tranché, à savoir te consacrer entièrement à ta carrière de trailer et de mettre de côté donc cette potentielle carrière d'ingénieur, en tout cas temporairement, qui était prête à te tendre les bras. Est-ce que ça a été une évidence? Est-ce que ça a été une longue réflexion, un long cheminement et il y a eu des phases de doute au moment de faire le grand saut et de te dire que c'était la bonne décision pour toi? Non, moi c'est venu quand même relativement comme une évidence parce que ce qui me fait vibrer au quotidien, c'est vraiment le trail, c'est vraiment ma grande passion. Donc ouais, forcément, il y avait des choses un peu qui me tiraient en arrière, mais moi, j'ai jamais douté en fait que c'est ça que j'avais envie de faire et que c'était pas possible de le faire. J'ai toujours cru que c'était possible et que je trouverais un moyen. Et donc, j'ai toujours cru sur les derniers mois où j'ai pris la décision. J'ai pas douté parce que ouais, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie d'essayer d'aller chercher mon potentiel maximum.
Il y a une notion de temporalité aussi que j'ai pu lire qui est de se dire c'est maintenant ou jamais, quoi. Enfin, Ouais, c'est exactement ça. Maintenant, je viens d'avoir mon diplôme, donc c'est déjà une petite sécurité, c'est déjà un aboutissement. J'ai pas de famille, j'ai pas de contraintes. Normalement, entre 25 et 35 ans, c'est les années où potentiellement tu peux faire les meilleurs résultats sportifs. Donc si je le fais pas maintenant, je le fais jamais. Donc c'est pour ça que je me lance et j'ai pas envie de vivre avec des regrets en me disant t'as jamais tenté, t'aurais pu peut-être essayer de faire une carrière dans le sport. Je préfère me lancer à fond et puis voir où ça va me mener. C'est une décision que tu prends pour toi dans ta trajectoire individuelle, mais qui a aussi, de ce que j'ai pu lire, une vocation à essayer de se dire que si le trail prend une place grandissante dans le monde dans lequel on vit, finalement, ce monde il sera probablement un peu meilleur. Il y a aussi ce rôle-là d'évangéliser pour cette discipline. Ouais, je pense que le trail, il transmet des valeurs qui sont vraiment positives et dont tout le monde, il y a un peu de tout, mais il y a quand même des choses, la proximité avec la nature, etc. Et la sensibilité aux choses simples aussi, à être en montagne, ne pas avoir besoin même si maintenant il y a de plus en plus de matériel et de la gadgetisation, etc. Mais être en montagne, simplement faire une belle sortie avec des copains, c'est ça les vrais plaisirs. Et ça, c'est des valeurs que si on pouvait les transmettre plus à la société de façon générale, je pense que ça peut avoir que du positif. Et donc c'est aussi pour ça que j'essaie un peu de pas faire les choses dans mon coin, mais de développer et de faire partager ces valeurs qui me sont chères au plus grand nombre. Tu nous l'as dit et je pense qu'on peut le deviner entre les lignes. Tu as une approche très structurée, presque scientifique de ton parcours au sens large. Est-ce que dans cette logique-là et dans l'orientation que tu as décidé de prendre, est-ce que tu t'es fixé des points d'étape, un horizon et tu t'es dit, OK, très clairement, il faut qu'en 2025, je sois arrivé là. Si j'y suis pas, il faut que j'ajuste telle ou telle chose. Enfin, en tout cas, ce sera peut-être pas ce qu'il faut ajuster, mais en tout cas, te dire que considérer une autre option. Enfin, est-ce que tu as des différents points d'étape que tu t'es fixé ou est-ce que tu n'en es pas à ce stade-là? Non, je suis assez structuré dans ma pratique, c'est vrai, et très cartésien dans ma façon de réfléchir. Mais par contre, me projeter sur des temps longs, c'est pas quelque chose où je suis très fort là-dessus. On avait un peu travaillé là-dessus, à définir des grands objectifs en prépa mentale avec Anne Fourier, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Mais par contre, dans ma carrière, j'ai pas forcément vraiment des gros points d'ancrage que je vise. Après, je me dis quand même que en 2025 au plus tard, je serai sur l'UTMB. C'est des choses que j'ai définies, mais après, j'ai pas forcément défini des résultats concrets en me disant faut que j'ai fait ça, sinon j'arrête, ou si j'ai fait ça, mais pas ça, je ferai ci. Je me projette pas sur du long terme, quoi. Même si j'ai des objectifs de carrière, l'UTMB, c'est vraiment ce qui m'attire à long terme. J'ai pas forcément défini des étapes hyper structurées. Ce choix de carrière-là, il signifie plus de temps pour s'entraîner ou surtout du temps pour mieux s'entraîner et puis aussi développer entre autres choses ta marque athlète, continuer de la construire notamment sur les réseaux sociaux sur lesquels tu es très actif et sur lesquels tu publies du contenu à vraiment grande valeur ajoutée. Je trouve, j'invite vraiment tout le monde à aller jeter un œil, notamment à tes vidéos sur YouTube où tu te livres vraiment de façon pleine et entière avec beaucoup d'enseignements et avec ton expertise que tu partages très largement. Donc c'est hyper intéressant. Est-ce que tout ce temps-là, donc l'idée, c'est pas forcément pour mettre des charges plus fortes sur la course, rester raisonnable là-dessus, mais aussi développer tout ce qu'il y a autour et qui va forger ta carrière? C'est exactement ça. T'as tout dit et t'as très bien compris comment je vois les choses. L'entraînement, c'est ma priorité, c'est le numéro 1. Je fais pas de concessions sur mes entraînements et le sommeil et la récupération. Et après, par contre, en fait, mon travail maintenant, c'est pas être trailer pro, c'est pas juste m'entraîner et bien récupérer. Mon travail, c'est plutôt gérer ma communication pour pouvoir vivre de mon sport, quoi. Et pour moi, c'est pas des contraintes, c'est des choses que j'aime faire. Et c'est des choses que j'essaye de faire vraiment bien, comme tu l'as dit, j'essaye de pas juste mettre une belle photo et de mettre une phrase motivante qui a pas de sens et qui a pas de profondeur. J'essaie plutôt d'apporter des conseils, d'apporter de la valeur ajoutée, que les gens ils puissent, que ce soit sur Instagram ou sur mes vidéos, ils puissent apprécier la vidéo en même temps en se disant j'ai passé un bon moment, mais j'ai aussi reçu des conseils. Je vais essayer de changer ça. Ce type, il était intéressant, donc c'est un peu comme ça que je réfléchis ma communication. Et c'est sûr que maintenant, si on veut être athlète pro, soit faut faire partie des tout meilleurs pour avoir des contrats, soit faut faire partie des très bons et avoir une communication qui soit bien faite. Donc c'est pour ça que moi aussi, ça je l'ai compris. Donc maintenant je mets les choses en place pour que ça puisse fonctionner, quoi. Justement, cette multiplicité des rôles que tu évoques, tu l'as là aussi cité dans un de tes posts, mais tu as à la fois une casquette de community manager, de monteur, d'agent sportif, de logisticien, de coordinateur avec tout l'écosystème qui gravite aussi autour de toi. Est-ce que tu t'accomplis dans ce qui est cette partie extra sportive, on va dire, même si c'est une composante essentielle du développement de ta carrière? C'est des choses sur lesquelles tu rechignes pas et tu les as pleinement intégrées comme constitutives de ta réussite? Exactement. Il y a des athlètes qui détestent faire ça.
Et moi, je peux le comprendre aussi, mais moi, c'est pas du tout mon cas. En fait, je m'épanouis en fait là-dedans à faire grandir ma marque et c'est quelque chose. Pour moi, c'est aussi excitant de faire grandir le projet et tout le travail que je fais. Je sais que c'est pour moi, donc c'est pour ça que aussi que j'aime faire ça, quoi. Mathieu, j'ai une dernière question pour toi. Dans notre introduction, c'est un sujet qui peut être nébuleux et qui a son importance dans la réalité de ton choix de carrière aujourd'hui. Tu l'as aussi évoqué dans une vidéo YouTube que j'inviterai les auditeurs à aller voir et que je mentionnerai dans la description de l'épisode, sur le financement de ta pratique, parce que c'est beau de se dire qu'on se jette à bras-le-corps dans ce projet de devenir trailer professionnel. Concrètement, est-ce que tu peux nous illustrer un peu la structure sans donner les montants nécessairement, mais juste sur la répartition aujourd'hui de tes sources de revenus? Où est-ce que tu vas chercher ça et chercher à les développer? En fait, en 2021, après la saison où j'ai fait le 98 Mont Blanc, où ça s'est très bien passé, je commençais un peu à réfléchir, à me dire, il me reste 2 années d'études, ça peut être cool un peu de commencer à construire ce projet professionnel. Et donc, il y a Brooks, qui est maintenant mon équipementier, sponsor principal, une marque américaine de chaussures et de textiles, qui m'a approché. Et donc, même moi, j'ai évoqué cette volonté de me développer peut-être vers la professionnalisation et mon projet d'aller vraiment essayer de chercher le très haut niveau avec Benjamin Sachenti, qui est le manager de Brooks. Et Brooks sont aussi dans cette démarche-là maintenant d'essayer de pousser les athlètes vers la professionnalisation et les accompagner dans des projets. S'il y a des projets qui ont du sens, qui ont du sens de vraiment pousser là-dessus. Donc, il y a déjà Brooks qui s'est bien engagé là-dessus. Et maintenant, ça représente 2/3 de mes revenus, ce sponsor principal. Donc déjà, c'était pas forcément suffisant pour se lancer à 100%, mais c'était déjà un grand pas vers la possibilité de le faire. Et donc après, même si 2022 a été hyper compliqué, j'ai quand même réussi à démontrer que la démarche était toujours là, que je faisais tout ce qu'il fallait pour essayer de revenir et corriger ça. Et donc avec d'autres sponsors, j'ai réussi à les convaincre aussi de me suivre dans le projet. Et donc il y a eu un petit peu plus de financiers dans les contrats. Donc ça représente à peu près un quart du reste de mes revenus. Et après, maintenant aussi, avec mon activité sur les réseaux sociaux, j'arrive un petit peu à monétiser ça. J'essaie de le faire avec le plus de sens possible et de pas prendre de l'argent parce que j'ai des opportunités, mais faire avec des choses qui ont du sens. Et ça me permet de compléter un tout petit peu, d'arrondir un tout petit peu mes revenus. Donc, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Merci beaucoup pour cet éclairage, Mathieu. On va passer maintenant à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai 3 questions à te poser dans ce cadre-là. La première d'entre elles, ce que tu choisirais de faire si tu avais des ressources illimitées? Ça, c'est pas une question que je me pose tous les jours parce qu'en étant hyper cartésien et hyper les pieds sur terre, je sais que ça arrivera pas, donc je me dis ça sert à rien. Quand tu seras à 3 milliards de vues sur YouTube, qu'est-ce que tu feras de tout ça? Ça sert à rien de prendre du temps d'y réfléchir. Mais ton idéal, en tout cas, où est-ce que toi tu mettrais du sens pour de l'engagement et investir des choses, du temps, de l'argent? En fait, déjà du point de vue personnel, moi je suis quelqu'un qui vit assez sobrement et donc pour revenir sur les revenus, là je gagne beaucoup moins que ce que pourrait m'offrir une carrière d'ingénieur pour l'instant, mais en fait vu que je vis simplement, j'ai pas des besoins illimités pour l'instant, ça suffit pour mener mon train de vie et moi je suis très content avec ce que j'ai, donc j'aurais pas forcément besoin d'avoir des revenus illimités. Ou si j'avais des revenus illimités, ça serait pas forcément pour changer mon mode de vie à moi. Mais par contre, ça serait peut-être investir dans des projets qui changent les choses. Ouais, c'est ça, dans des projets avec vraiment à visée pédagogique, parce que le nerf de la guerre, en fait, dans tous les domaines, c'est que c'est la compréhension et c'est l'éducation. Et notamment dans le combat écologique et dans l'urgence climatique dans laquelle on est, si les choses elles évoluent pas, c'est aussi parce qu'il y a une grande partie des gens, je pense, qui ont pas conscience des ordres de grandeur, qui ont pas conscience des enjeux. Et donc, si c'était possible d'investir dans des projets à visée pédagogique, notamment sur ces sujets-là, je pense que ce serait quelque chose dans lesquels ce seraient des projets que j'aimerais pousser. Deuxième question pour toi, un moment qui a changé ta vie pour toujours. Tu nous en as peut-être déjà parlé précédemment. Il y a des moments assez privés qui ont changé ma vie. Notamment, là, si je suis à Innsbruck, c'est parce que en Erasmus, j'ai rencontré une fille et du coup désormais c'est ma copine et donc là elle vit à Innsbruck, donc c'est pour ça que c'est aussi une partie qui c'est aussi quelque chose qui a beaucoup influencé ma vie. Mais si je devais en choisir un, je pense que ça serait les championnats de France de course en montagne en 2015, où je suis allé un peu là-bas la fleur au fusil pour voir ce que je pouvais faire au niveau national, parce que je faisais des courses régionales et je me disais je faisais des podiums sur les courses régionales, des trucs comme ça, mais sans vraiment savoir ce que je valais vraiment. Et il y a beaucoup de monde qui m'a dit va au championnat de France,
au moins tu sauras et tu pourras te confronter à d'autres jeunes de ton âge. Et je suis allé là-bas et je suis parti peut-être 10e place et petit à petit, la course, c'était la montée du Revard. Et puis petit à petit, j'ai remonté les places jusqu'à arriver en 4e position au Revard. Et ça m'a ouvert les portes de l'équipe de France. Ça m'a ouvert aussi les portes, d'un team sportif. Ça m'a vraiment mis un pied dans le haut niveau. Et même si je pense que je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'après, sur les championnats d'Europe et les championnats du monde, j'ai vraiment pris des déculottés et j'étais pas au niveau. Mais par contre, ça m'a quand même montré ce que c'était l'équipe de France, ce que c'était que le sport de haut niveau. Et je me suis dit, ah ouais, c'est ça que je veux faire. Et ouais, t'as peut-être plus de potentiel que ce que tu penses. Et donc, travail dur. Et c'est ce moment-là qui m'a vraiment ouvert les portes parce que aussi, ça m'a permis d'être sur liste ministérielle, d'avoir des études aménagées par la suite. Donc, je pense que sans ce moment-là, je serais pas forcément là où je suis aujourd'hui avec cette démarche toujours d'essayer d'aller vers le plus haut niveau. Tu nous l'as dit, tu viens de t'installer à Innsbruck, donc c'est pas forcément le projet, n'en parle surtout pas à ta copine, mais si tu devais partir sur une île déserte, quelles sont les 3 choses que tu emporterais? Je t'autorise à partir avec elle, si tu veux. C'est pas une chose. Non, justement, non, mais en plus, justement, pour pas que ce soit comptabilisé dans les 3 choses, tu as le droit de partir avec elle, je te fais pas partir seul, mais quelles sont les 3 choses que toi tu emmènes? Je vais pas te faire des réponses très métaphoriques parce que ça serait pas forcément représentatif de ce que je serais vraiment. Je pense que moi, en tant que bon cartésien, si j'allais sur une île déserte, j'emmènerais une machette, quelque chose pour transporter de l'eau et puis des fusées de détresse, quoi, pour appeler les secours. Mais ce serait vraiment des choses pour organiser ma survie. Et puis après, ça dépend si le but c'est vraiment de s'installer là-bas ou d'essayer de revenir à la civilisation. Mais j'emmènerais plutôt des choses utiles et concrètes plutôt que des livres ou des choses ou des photos, des choses qui n'auront pas forcément de sens en fait pour survivre sur une île. Et tu te construirais toi-même tes petites chaussures pour courir? Ouais, et je pense que c'est pas la priorité pour la survie. Je pense que c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est pas forcément la priorité. J'entends. Merci beaucoup Mathieu. On va parler maintenant de ta course épique, la Snowdonia by UTMB, à laquelle tu as pris part tout récemment. Je vais en planter le décor très brièvement, préalablement. Donc, elle a été créée en 2017. Elle a lieu chaque année sur 3 jours au Pays de Galles, à proximité du village de Capel-Keurig. Cet événement, il a rejoint le UTMB World Series en 2022. Il y a 4 courses qui sont au programme pendant ces 3 jours. Ils sont tous globalement sauvages, montagneux et techniques et ils font de ces courses des expériences qui sont plutôt exigeantes. L'épreuve la plus longue, l'UTS 100 miles, affiche 168 km de distance classiquement pour 9500 mètres de D+. Cette course propose un grand tour des montagnes du parc national de Snowdonia en parcourant la plupart des sommets et sentiers remarquables de la région du Nord. La deuxième course, l'UTS 100 km, compte 103 km et 6400 mètres de D+, et promet là aussi de beaux morceaux de bravoure dans les zones montagneuses. L'UTS 50, qui est longue de 55 km pour 3300 mètres de D+, suit la trace de ses aînés. C'est cette course que toi, tu vas partager aujourd'hui plus particulièrement avec nous, Mathieu. Son parcours emprunte plusieurs sentiers de montagne techniques autour du massif de Snowdown. Enfin, la plus petite des courses proposées est la Eryri 25 km qui compte, elle, un dénivelé de 1300 mètres de D+. Sur cette édition 2023, vous étiez 2850 coureurs de 64 nationalités différentes, venus courir dans des conditions qui étaient quasi caniculaires, on peut le dire, pour l'Angleterre, en tout cas pour le Royaume-Uni. Clairement, je pense que pour le Pays de Galles, ça fait des années qu'ils n'avaient pas eu ces températures-là. Spécialement pour toi. Et donc sur ta course, vous étiez 1382 inscrits, et toi Mathieu, dont voilà, le départ a été donné, je l'ai dit, le 13 mai dernier. Mathieu, je ne sais pas à quel point tu connais le podcast, mais c'est un moment qui fâche habituellement, c'est le moment de la question qui pique, de course épique. Donc voilà, une petite digression, un petit pas de côté pour aller t'interroger sur des choses de culture G un peu déconnantes. Ça va être un vrai faux pour toi aujourd'hui. Voilà. J'imagine que tu es un expert du sujet, mais on va traiter aujourd'hui du Pays de Galles, voilà, qui est la terre d'accueil de cette Snowdonia par UTMB. Donc j'ai 3 affirmations pour toi. La réponse sera vrai ou faux, à toi de me dire. Première de ces questions, le Pays de Galles est le seul pays au monde à avoir un dragon sur son drapeau. Alors je sais qu'il y a un dragon. Et ensuite, est-ce que c'est le seul Je vais devoir répondre par un oui. Mathieu, c'est malheureusement faux. J'avoue que c'est un piège, c'est pas hyper évident. C'est pas les 2 pays les plus grands qui exposent aussi un dragon sur leur drapeau, c'est le Bhoutan et c'est Malte qui ont aussi un dragon sur le drapeau. Et donc le drapeau, il trouve son origine dans une histoire du 5e siècle, lorsqu'un dragon rouge qui représentait le peuple celtique a combattu et vaincu un dragon blanc qui représentait les Saxons. Et donc voilà, ce drapeau a été officiellement reconnu par le gouvernement britannique en 1959. Ça, tu le savais par contre, j'en suis certain. Oui. Mathieu, tu vas te refaire. J'ai une confiance absolue en toi. Deuxième question de ce vrai faux. Il y a 3 fois plus de moutons que d'habitants au Pays de Galles. Je pense que c'est vrai, ça.
C'est absolument vrai. 3,1 millions d'habitants pour 10 millions de moutons. Tu vois, il y en a presque, même plus que 3 fois plus. Dernière question. Les lettres J, K, Q, V et Z ne figurent pas dans l'alphabet gallois et ce n'est pas le célèbre trailer Ilian Hornet qui dira le contraire. Je pense que c'est faux. Ah non, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai. Figure-toi qu'il y a aujourd'hui 600 000 personnes dans le monde qui parlent la langue celte. C'est l'un des plus anciens langages européens qui sont encore en usage puisqu'il a vu le jour au 6e siècle. Et donc l'alphabet gallois, il est constitué de 29 lettres dans lesquelles les consonnes J, K, V, X et Z ne sont pas représentées. Il y en a d'autres beaucoup plus complexes que ça, mais celles-là, elles n'y sont pas. Mathieu, le ciel est probablement tombé sur la tête des Gallois qui écoutent ce podcast à l'écoute de ta réponse. Désolé à mes amis gallois. Ouais, mais c'était pas évident. Bon allez, l'heure est désormais venue quand même de nous régaler avec ta course épique, Mathieu, direction Snowdonia. On va quand même faire une petite pause et une petite étape sur ton année 2022 qui a été aussi très marquante. Tu as originellement, en tout cas, ça s'est manifesté plus particulièrement en 2022 en tout cas, tu as souffert pendant de longues années d'un syndrome de Morton. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Et donc tu as pris la décision de te faire opérer début 2022. Voilà, qu'est-ce qui a motivé à ce moment-là le choix? Est-ce que c'était trop de souffrance, trop limitant sportivement, un peu des deux? Ouais, c'est exactement ça, c'est un petit peu les deux. Ça faisait des années que j'avais des douleurs sur syndrome de Morton et en fait ce que c'est un nerf qui est trop gros entre deux métatarses au niveau du pied, donc il y a un petit conduit normalement pour le nerf et si ce nerf il s'épaissit, et ben avec les contraintes mécaniques ça peut déclencher des irritations et des décharges, après ça peut faire des sensations de brûlure et notamment sur les courses longues et ben ça me déclenchait vraiment des brûlures et des douleurs, des décharges électriques dans le pied. Et donc, c'était beaucoup de contraintes au quotidien. Je pouvais pas marcher des chaussées plus de 50 mètres sans avoir mal aux pieds. Je pouvais plus mettre les pieds dans des chaussures qui étaient fines ou que ce soit au niveau de la largeur ou au niveau de l'épaisseur, sinon ça déclenchait des décharges. Et sur les ultras que j'ai fait en 2021, que ce soit le 90 du Mont Blanc ou ensuite l'Ultra Pyrénéo que j'ai fait, là, sur les fins de course, ces douleurs étaient vraiment trop atroces. Puis après, il y avait des périodes de plusieurs semaines où sur tous les footings, mon pied, il brûlait en fait quand je courais, donc ça devenait ingérable et moi j'avais un peu l'envie de pousser, d'aller faire cette carrière, d'essayer de faire une carrière dans le trail et notamment dans l'ultra et c'était pas compatible. Donc avec la douleur qui augmentait et la volonté d'en faire mon métier, je me suis dit avant de me lancer vraiment là-dedans, faut que je me débarrasse de cette contrainte et donc j'ai décidé de me faire opérer au début de l'année 2022 pour m'enlever cette épine du pied avant de me lancer dans la saison. Sauf que après, la récupération s'est pas passée comme prévu et ça a pris un peu toute l'année 2022 pour revenir sans douleur, quoi. Parce que tu as suivi, la théorie c'était 2 mois sans entraînement, mais quelques semaines après l'opération, cette semaine, tu as commencé à ressentir des douleurs et le verdict est tombé, c'était une fracture de fatigue. Tu es reparti pour un peu de repos forcé. C'est ça le principe. Et est-ce que cet intitulé, la fracture de fatigue, c'est réellement lié à une surcharge, à des efforts trop soutenus, ou est-ce que c'est une appellation qui n'est pas directement corrélée au niveau de pratique et au niveau de la charge? C'est un peu dur à répondre, mais ouais, pour revenir un peu sur les détails de ce qui s'est passé en 2022, donc on m'a enlevé ce nerf, on m'a enlevé le névrome, donc la boule de nerf qui était trop grosse, c'est une résection, donc on coupe la boule avant et après, on la retire du pied, et ensuite il faut prendre le temps de la cicatrisation de tous les tissus dans le pied. Sauf que le petit Mathieu qui avait mal aux pieds pendant des années, qui d'un seul coup n'a plus mal aux pieds, c'est la fête. On peut retourner courir en montagne et sans douleur. Il reprend la confiance. C'est trop bien. Et j'ai beau être, j'ai beau aimer dire que j'aime bien contrôler, que j'essaye de faire les choses intelligemment. Je pense que là, j'ai manqué un petit peu de recul. Et même si j'ai fait les choses progressivement, j'ai pas fait assez progressivement sur une durée assez longue. Et j'ai repris peut-être aussi un petit peu prématurément. En fait, je pense que la fracture de fatigue, je m'étais pas entraîné énormément avant par rapport à ce que j'avais déjà fait, mais le fait d'avoir été immobilisé pendant 2-3 semaines sans mettre de poids sur le pied, il y a peut-être une petite déminéralisation osseuse, plus la zone qui est peut-être encore un petit peu inflammatoire, et donc je sais pas, ça fait un mix qui a fait que sur une séance un soir, en 2-3 heures, mon pied qui a doublé de volume, le lendemain je pouvais plus le poser par terre. Et donc, il y a eu une petite fracture de fatigue sur un os adjacent, mais vraiment juste à côté de la zone opérée. Donc, ensuite, la suite de ça, c'est 6 semaines de repos forcé. Ça, je l'ai fait. Et au moment de la reprise, j'ai été hyper progressif, sauf que j'avais toujours des douleurs qui traînaient. Et en fait, il y avait de la fibrose qui s'est mise dans l'espace opératoire. Et ça, c'est des tissus nécrosés. En fait, j'ai mon pied qui s'est épaissi et dans l'endroit où ils avaient fait enlever le nerf, ça avait mal cicatrisé à côté de la fracture de fatigue
Et donc, j'avais une boule de tissu mort et hyper douloureux qui me causait des douleurs dans le pied. Donc, au début, je voulais pas trop reprendre vite parce que j'avais peur que ce soit des douleurs osseuses. Mais après, une fois qu'on a vraiment bien réussi à comprendre ce que c'était, grâce à l'aide notamment de Marion Delépierre qui m'a pas mal suivi et d'autres médecins aussi que j'ai rencontrés qui m'ont beaucoup aidé. Là, on a pu faire un protocole de reprise qui était plus adapté à cette pathologie-là. Et donc, en fait, la douleur, faut essayer de courir dessus pour détruire un peu cette fibrose, essayer de nettoyer la zone. Et aussi énormément de musculation du pied. Donc ça, j'ai été bien accompagné par des prépas physiques qui ont une structure qui s'appelle Cap Prévention. Ils m'ont beaucoup prescrit de séances de musculation des intrinsèques du pied. Donc c'est les muscles entre les orteils, les muscles de la voûte plantaire, etc. pour essayer de remuscler ce pied et de se débarrasser un peu des attaches. Plusieurs séances de kiné par semaine. Donc ça, pendant tout l'automne, c'était assez lourd. Mais en même temps, c'était cool de pouvoir sentir que la douleur avait commencé à disparaître. Donc c'était cool de sentir que le processus il faisait effet. Mais ça a quand même duré encore jusqu'à novembre-décembre. J'avais encore ces douleurs de fibrose. Et en parallèle de ça, comme j'ai réaugmenté le volume, et que j'avais pas couru de façon normale pendant plusieurs mois, j'ai eu toutes les blessures du débutant en course à pied. Donc j'ai eu une fascite plantaire, j'ai eu des tendinites d'Achille qui m'ont embêté jusqu'à 2 semaines du championnat de France en mars 2023. J'ai eu des périostites aussi à répétition de septembre 2022 jusqu'au championnat de France en 2023. Donc ça a été quand même un chemin de croix pour revenir au niveau que j'espérais avoir. Et le championnat de France, même si j'avais fait 2 semaines de prépa très correctes qui ont réussi à faire illusion dans mon mental en me disant ça va peut-être passer. Au final, je m'étais un peu leurré et la réalité au championnat de France, qui était un peu mon objectif de début de saison pour pouvoir me qualifier au championnat du monde, la réalité m'a rattrapé. Et donc, j'ai dû finir par abandonner au kilomètre 50 avec les cuisses complètement détruites, des sensations que j'avais jamais eues, comme des courbatures hyper précoces en course. Et puis, par contre, ça a aussi marqué la fin des douleurs. En fait, ça m'a soigné de faire un gros choc. Après, j'ai mis beaucoup de temps à récupérer. J'ai mis 2 semaines encore avec des douleurs et des tensions, etc. Et puis, j'ai pu faire une prépa. Enfin, j'ai pu faire une prépa sans douleur. En fait, ça a été aussi corrélé peut-être avec l'obtention de mon diplôme, la fin du stress du stage de fin d'études. Je faisais quand même 35 heures de travail, d'équivalent de travail d'ingénieur par semaine pour finir mon diplôme. Et donc voilà, tout ça c'est remis d'aplomb. J'ai pu faire une belle prépa et j'ai pu arriver à Snowdonia qui marque vraiment un vrai tournant sur toutes ces galères et qui m'a permis de tourner la page. Un point que tu n'as pas évoqué, là, c'est la dimension psychologique. Mentalement, là, il s'est passé quoi dans ta tête sur cette année 2022 et ces hauts et ces bas que tu as connus, le moment où tu penses que tu peux relancer, finalement c'est prématuré, etc. Est-ce que tu as réussi à être assez constant ou est-ce que tu as aussi t'as eu un ascenseur émotionnel qui suivait un peu ton état de forme et tes espoirs et tes désillusions au fil des mois? Ou est-ce que, voilà, à quoi tu t'es accroché? Ça a été quoi tes perspectives pour tenir le coup aussi bien que possible? Moi, je suis quelqu'un qui me laisse pas trop contrôler par mes émotions. Je suis quand même hyper cartésien. S'il m'arrive quelque chose de négatif, je vais pas me lamenter pendant des heures. Je vais me dire, OK, maintenant c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va de l'avant, on fait ça, on fait ci, etc. Mais c'est sûr que là, je dois avouer que il y a eu des moments sur cette saison qui ont quand même été assez compliqués. À chaque fois, j'arrivais à me projeter sur des événements futurs et puis plus ça s'approchait, plus je me disais, plus il y avait un nouveau truc qui arrivait, etc. Où je me disais tant pis. Au début, quand j'ai fait la fracture fatigue, je me disais, je vais peut-être pouvoir quand même faire une prépa CCC à partir de début juillet. Puis début juillet, j'ai eu des douleurs à cause de la fibrose. Ensuite, je me suis dit, je pourrais peut-être faire l'ultra à Nice un mois après. Au final, j'ai vu que ça allait être court. Et je peux peut-être faire les Templiers, non. Et donc, à chaque fois, pour m'accrocher, c'était un peu la course d'après. Et puis, ouais, c'est toujours, le focus dans la démarche et dans ce que je peux faire aujourd'hui. Donc, ce que je peux faire aujourd'hui, je le fais et je continue comme ça jour après jour et peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais on continue et je sais que ça va revenir parce que si je fais les choses bien, je suis bien entouré, ça va revenir, on continue de travailler. Donc, je me suis un peu accroché. Le plus dur, c'était quand même d'aller sur les événements trail. Donc, même si c'était trop cool de voir du monde et de pouvoir aussi pouvoir soutenir les copains, pouvoir filmer, etc. J'aimais bien voir les courses. Mais ce que j'aimais pas trop, ce qui me faisait le plus de mal, c'était d'aller sur les lignes d'arrivée et de voir un peu les finishes, voir tous les... Ouais, du coup, les lignes d'arrivée, c'était quand même pas un truc que j'ai trop kiffé pendant cette saison 2022. Mais par contre, aller sur le parcours, aller sur les événements, encourager du monde, c'était cool. Mais ouais, voir tout le monde s'épanouir, tous les finishers s'épanouir et tout ça. Et moi, de pas pouvoir prendre part aux événements, ça, c'était quand même assez douloureux.
Tu en gardes quoi aujourd'hui, cette période? Est-ce que tu as le sentiment qu'elle t'a renforcé par la force des choses? Est-ce que t'en as tiré des enseignements et ça t'a durci le cuir? Ouais, en quelque sorte, et surtout, elle m'a permis aussi de me réentourer parce que je me suis posé beaucoup de questions sur est-ce que la nutrition elle est vraiment au point. Du coup, maintenant, j'ai un nutritionniste qui travaille, avec qui on travaille très régulièrement ensemble, c'est Sébastien Diffenbronn. Ça a permis de faire un petit rééquilibrage là-dessus. Aussi, je me suis entouré de prépa physique, comme je t'ai dit. Et maintenant, j'ai intégré de la musculation aussi dans mes entraînements. Ça m'a permis aussi de rencontrer de nouvelles personnes et vraiment de construire mon équipe. Et surtout, ouais, je pense que mentalement, quand tu as eu des galères comme ça pendant plus d'un an, une petite douleur, ça permet de relativiser sur beaucoup de choses, hein. Et puis, même si j'ai déjà relativisé pendant cette période en pensant à beaucoup de personnes et beaucoup de situations qui étaient pires que les miennes, comme j'ai beaucoup pensé à Xavier Thévenard, qui est un ami avec qui on échange relativement régulièrement. Et lui, avec sa maladie de Lyme, ça fait 3 ans qu'il galère et c'est pareil, il a l'impression que ça va redémarrer, puis au final, il y a des rechutes. Et donc, je me dis, il y a toujours des choses plus graves. Donc, c'est aussi un moyen de relativiser sur sa situation. Venons-en à notre course galloise. Comment, c'est une conjonction en fait de paramètres qui ont fait que tu t'es décidé à te lancer sur cette course-là? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait le grand saut, pourquoi tu as choisi Snowdonia à ce moment-là de l'année? Et puis est-ce que tu connaissais déjà la course? Est-ce qu'on t'en avait parlé? Vu que j'avais ma copine qui est à Innsbruck et que ce parcours des championnats du monde de trail, c'était un parcours qui m'attirait vraiment avec beaucoup de verticalité, beaucoup de technicité, beaucoup de montagne. À partir d'octobre, j'ai dit on arrête les échéances dans 1 mois ou 2. Maintenant, on se focalise vraiment sur quelque chose de plus long. Du coup, j'ai préparé le championnat de France. Donc, j'en ai parlé un petit peu récemment. Mon premier objectif de saison, c'était championnat de France avec dans un petit coin de ma tête, pourquoi pas aller au championnat du monde parce que ça serait trop cool dans tout pour les raisons que j'ai expliquées. Et donc, de octobre jusqu'à mars, j'ai préparé le championnat de France avec pareil des hauts et des bas dans la préparation. Et puis, je voulais pas planifier sur ce qu'il y avait après parce que je voulais voir comment ça allait revenir, ce qui allait se passer aux France et potentiellement cette sélection au championnat du monde. Donc ça a été un échec cuisant. Mais par contre, j'ai direct eu envie après je me suis pas morfendu sur, ça faisait 6 mois que je préparais ça et ça a pas marché. J'ai réussi quand même direct à me relancer. Et mon deuxième objectif de saison, ça, c'était quand même déjà défini avant, c'était la CCC. Et donc, donc j'ai tracé un cheminement jusqu'à cette CCC. Comme j'ai vu qu'au championnat de France, j'étais pas du tout prêt encore pour faire des courses longues, que musculairement j'étais un peu fragile, je me suis dit je vais aller faire des courses UTMB pour me qualifier et puis je vais prendre des étapes qui sont progressives. Donc le Lavaredo, c'est quelque chose que j'avais déjà en tête depuis un petit moment puisque c'est à 2 heures d'Innsbruck et chaque année c'est en même temps que le marathon du Mont Blanc et chaque fois je suis sur l'événement du marathon du Mont Blanc et donc là c'était l'occasion de changer d'événement vu que c'était plus proche de mon nouveau chez moi. Donc ça, j'ai coché le Lavaredo et je me suis dit, ouais, 120, c'est trop tôt, donc je vais faire 80. Et après, il manquait, je pense que pour pouvoir arriver en forme là-bas, il fallait que je reprenne de la confiance et que je refasse une course pour me préparer. Et donc, ce qui tombait bien au niveau du calendrier et de la distance, c'était le Snowdonia qui était à peu près, c'était 7 semaines après les France et 6 semaines avant le Lavaredo, donc c'était parfait, c'était à mi-étape. Ça me permettait comme ça d'avoir des escaliers des marches à gravir pour aller jusqu'à la CCC, donc en me qualifiant, en faisant d'abord 55 avec 3003 et le Lavaredo 84, je crois, avec 4006. Et ensuite, la troisième marche et l'objectif, c'est la CCC avec 100 km et 6000. Et aussi, c'est des courses qui ont des ratios de dénivelé qui sont équivalents. Donc, ça permettait de bien être progressif et d'aller jusqu'à cette CCC qui est mon objectif. Tu l'as dit, donc ton objectif sur la Snowdonia, c'est à la fois décrocher ton billet pour le Mont Blanc, c'est aller rechercher de la confiance, c'est aussi plus symboliquement la première brique du projet que tu es en train de reconstruire aussi, si on se projette à plus long terme, il y a la CCC, mais en tout cas, c'est au sortir des France qui ne sont pas passées exactement comme tu l'imaginais, tes galères 2022. C'est le premier pas en avant là sur la construction de la suite et maintenant que tu as assumé pleinement ce choix de te concentrer sur le développement de ta carrière. Ouais, exactement. J'allais là-bas, la volonté, c'était vraiment de faire une course pleine, d'être finisher, de pas faire le fou au début et d'éclater. Là, j'avais quand même besoin de reconfirmer, moi, j'ai fait le choix de me lancer à 100% là-dedans. À un moment, il va peut-être falloir finir des courses et faire de la performance parce que avoir la démarche et avoir la communication, c'est des choses, mais si les résultats, ils sont jamais là, le projet, on construit sur rien. Donc, j'avais besoin de cette première brique et j'avais besoin de faire une course pleine, de faire une course sereine, de faire une course en gestion, de retrouver les bonnes sensations. C'est pour ça que j'allais là-bas et ouais, je pense que ça s'est plutôt bien passé pour ça.
Il y a un épouvantail sur la ligne de départ qui s'appelle Tom Evans. Est-ce que c'est lui et d'autres? Est-ce que de la même façon, j'imagine que tu as une approche très structurée, est-ce que tu regardes aussi avec attention la start list de manière générale et je ne sais pas si c'était le cas sur ta Snowdonia cette année. Est-ce que tu regardes quand même ce qui se passe autour de toi, même si ce n'est pas forcément l'objet? Tu fais un état des lieux de la concurrence pour un peu te jauger et puis peut-être affiner la stratégie? Ouais, moi j'aime bien essayer d'avoir le plus d'infos possible. Il y en a qui aiment rester dans leur bulle et ne pas réfléchir aux autres, mais moi, tous les 2 jours, je vais voir la start list si elle n'a pas évolué. Je regarde un peu tous les palmarès des 10 premiers pour voir un peu ce qu'ils ont fait récemment, leur qualité, etc. et réfléchir un peu. Enfin, si je sais qu'il y a des gars qui sont très rapides et qui n'ont jamais fait de long et qui partent vite, par exemple, c'est un peu ce qui s'est passé à Snowdonia et faut pas s'affoler. Et ça peut se savoir que si on a bien étudié. Du coup, j'aime bien avoir le plus d'éléments possible pour préparer les courses et prendre mes décisions. Et donc, jusqu'à une semaine avant le départ, j'étais le favori. Non, c'est moi qui avais le plus grosse cote UTMB avant d'aller au départ. Et puis, a été annoncé un nouveau venu de dernière minute, et pas des moindres, Tom Evans. Donc, quand j'ai lu ça, au début, moi, j'étais un peu déçu parce que je me dis, ça va peut-être être un peu plus compliqué que prévu. Et en fait, en prenant un peu de recul, c'est trop bien de pouvoir avoir un athlète de ce calibre-là aussi sur le départ. Ça permet vraiment de se situer, quoi. Parce que faire une course avec des gens qui sont potentiellement tous moins forts que toi, c'est pas là où tu vas pouvoir transcender, c'est pas là où tu vas pouvoir vraiment savoir où t'en es si t'es pas poussé dans tes retranchements. Et le fait qu'il soit là, pour plusieurs choses, c'est bien d'avoir un athlète international sur un événement. Au moins, tu sais que tu pourras pas te leurrer derrière une course gagnée si... Ouais, des fois, si on est meilleur que les autres, mais qu'au final, on gagne la course, mais que la performance, elle est nulle, on peut se leurrer en pensant qu'on est bon. Quand Tom Evans est là, au moins, on est sûr de devoir faire face à la réalité du très haut niveau mondial. Donc ça, c'était une première chose. Et ça permettait aussi, ça, c'est l'aspect un peu plus communication et image de marque, même si ça me permettait pas forcément... C'était pas course perdue d'avance, mais ça allait être plus compliqué de communiquer sur une victoire si Tom Evans est sur la ligne de départ. Mais par contre, c'est aussi, si je suis honnête, je me dis aussi, ça va porter quand même de l'intérêt médiatique à la course et ça va aussi permettre c'est cool de dire j'ai fait 2e derrière Tom Evans. Même si je pense que c'est aussi cool de dire j'ai fait 2e derrière Tom Evans que j'ai pu gagner une course. Donc, j'ai un peu relativisé et je me suis dit que c'était cool ça allait pouvoir peut-être être cool de partager une course avec lui. Avant de faire le grand saut sur la ligne de départ, juste pour donner un peu de contexte, tu n'es pas venu seul là-bas. Tu as choisi de venir avec Louis, un ami, mais qui travaille aussi avec toi, qui était là pour faire des images, c'est ça? Louis Travaillot, c'est aussi un athlète qui est jeune, que j'ai rencontré pendant mon stage de fin d'études parce que moi, c'était à côté d'Aix-les-Bains et lui fait ses études là-bas. Et du coup, on a partagé quelques sorties ensemble et j'ai rencontré un petit gars hyper passionné. Il a que 20 ans, mais il est vraiment passionné par le trail, il connaît énormément de choses, il est super débrouillard, il est super motivé, donc c'est vraiment un profil. Il crie fort, j'ai entendu dans les vidéos Instagram. Ouais, il encourage pas mal. Il envoie du bois. Ouais. C'est aussi pour ça que j'ai fait appel à lui et il se débrouille bien sur tout ce qui est communication, etc. Et du coup, je me suis dit, si je peux faire venir un copain pour partager un moment, pour pouvoir faire des images aussi, ça peut être cool. Et du coup, j'ai proposé de venir m'accompagner à Snowdonia et je pense que pour lui, c'est aussi trop cool parce que à la fois il travaille, à la fois on partage des super moments, à chaque fois il emmagasine de l'expérience parce qu'il mine de rien, il a que 19 ans, il a peut-être encore quelque chose à apprendre. Et du coup, c'était trop cool de l'avoir. Il a fait vraiment un super boulot pour les images et je pense qu'aller à l'étranger tout seul, faire sa course tout seul, etc. C'est vraiment pas quelque chose qui m'attire. Mais le fait de pouvoir avoir quelqu'un qui partageait un peu ses émotions et partager le voyage, etc. C'était aussi un gros plus. Est-ce que tu as des rituels les jours de course ou les veilles de course? Est-ce que tu as des petites habitudes qui sont importantes pour toi pour être dans les meilleures dispositions? Ouais, je considère pas ça comme des rituels ou en tout cas pas des choses. Ouais, je sais pas, c'est pas quelque chose qui si je le rate ça va pas marcher, etc. Mais par contre c'est vrai que j'aime bien le soir avoir tout mon matériel qui est prêt pour pouvoir bien dormir. Il faut vraiment que j'ai préparé le maximum de choses. Aussi, mes rituels, c'est préparer, planifier ma nutrition, analyser vraiment le parcours, analyser les segments sur lesquels on l'a passé pour voir un peu les temps de passage, etc. Je suis beaucoup dans l'analyse, dans la préparation des détails, etc. Ouais, mon rituel, c'est vraiment étaler tout mon matériel, être sûr que tout est prêt pour le lendemain matin, que je puisse dormir tranquille. Il n'y a pas de soupe à l'oignon la veille ou le petit fer à cheval en moumoute dans ton sac à dos? Non, pas tout ça.
Ça me surprend pas beaucoup. Bon, ça y est, on y est, on est le 13 mai 2023, Mathieu. Tu t'en es pas rendu compte, il est bientôt 8h du matin. Est-ce que tu peux nous donner à voir un peu l'ambiance et l'atmosphère et le décor autour de toi? Est-ce que c'est très typé et typique comme on peut imaginer, en tout cas l'image qu'on peut se faire du Pays de Galles? Ouais, je pense que ça correspond vraiment au cliché du Pays de Galles à un détail près, c'est que l'atmosphère habituelle qui consiste à une petite pluie fine et petits nuages, brouillard, etc. Ben, ce jour-là, elle était absente. On a eu un grand ciel bleu, donc c'était quand même assez incroyable. Et ça permettait aussi de voir ce qui nous entourait. Et ouais, les petites montagnes. En fait, c'est un mélange de collines un peu verdoyantes, quand même assez grandes, et aussi quand même des montagnes plus rocailleuses et plus verticales. Donc ça m'a fait quand même beaucoup penser au Cantal, ces paysages. Là, ça monte qu'à 1000 mètres, mais en fait, comme on part d'une cinquantaine de mètres, ça permet quand même d'avoir des dénivelés conséquents. Donc voilà un peu les paysages dans lesquels on va partir. On voit toutes ces montagnes autour, il y a un petit lac. Et puis l'ambiance au départ, c'est quand même un gros événement puisqu'il y a 1400 coureurs sur ma course. Mais je pense que c'est à mi-chemin entre un gros événement professionnel international et une course locale sympa. Du coup, je pense que c'était un mix assez cool. Et puis il y avait aussi un groupe de musique local tambourinant pour donner l'ambiance et chauffer le coureur sur la ligne de départ. C'était bien cool. Mais moi, j'aime pas arriver trop tôt. Du coup, j'aime bien me mettre dans un coin, faire mon échauffement tranquille. Et souvent, j'arrive parmi les tout derniers sur la ligne. Je passe un peu, j'essaye de me faufiler et hop, d'arriver dans les derniers parce que j'aime pas attendre trop longtemps sur la ligne de départ, avoir trop de pression, etc. Du coup, je m'échauffe assez longtemps et puis je me glisse sur la ligne au milieu de tous les athlètes qui sont prêts en écoute. Tu voulais pas chanter en gallois en même temps que tout le monde avec le groupe? Non, ça j'évite. Ce qu'on peut dire aussi du parcours, c'est que globalement, il y a une visibilité qui est assez importante, qui permet de se situer relativement bien à tout moment. En tout cas, l'horizon est globalement dégagé. Est-ce que tu peux nous raconter maintenant ces tout premiers kilomètres de course? Il y a un groupe de tête qui part relativement fort, un groupe d'une dizaine de coureurs. Est-ce que tu peux nous raconter le tout début de course et puis toi, la dynamique dans laquelle tu es, le choix que tu fais à ce moment-là? C'est vrai que c'est une spécificité des montagnes galloises. Il y a un petit peu de forêt dans les vallées, etc. Mais c'est quand même relativement très, très dégarni. Du coup, la visibilité est assez grande. Donc ça part sur la route, il y a 1,5 km de plat. C'est rapide, mais c'est pas excessif. On est à 3,50, 4 au kilomètre. Donc sur les athlètes entraînés et avec un affûtage comme ça, c'est quand même des vitesses qui... On se rend pas... En fait, ça serait à l'entraînement. On a l'impression que ça va vite, mais au départ d'une course, ça déroule tout seul, qu'on a l'impression qu'on pourrait aller plus vite. Et comme ma volonté sur cette course, c'était de faire de la gestion, de partir tranquille, et que je savais que si je faisais une course pleine, normalement, je pouvais faire un podium. Je me suis dit, laisse partir, reste vraiment focus sur ses sensations, et cette fois, j'ai vraiment réussi à le faire. Parce que ça, c'est aussi ce que je m'étais dit avant les France, mais au final, j'ai pas vraiment réussi à le faire. Sur cette course, j'ai vraiment réussi à rester focus sur moi, ce que je voulais faire, à vraiment rester dans mes zones, etc. Du coup, ça part en bosse. Et là, il y a un Norvégien qui est champion de Norvège de vertical race. Donc ça, je l'avais repéré en analysant un petit peu. Et je savais que potentiellement, il allait monter très vite. Et donc, il y a lui et Tom Evans qui ont emmené avec eux tout un groupe de locaux et d'autres athlètes qui pensaient avoir des ailes ce jour-là. Mais moi, j'ai vu direct que ça partait beaucoup trop vite, quoi. Que j'étais au bout de 1 minute de côte, j'étais déjà presque au SV2. Donc, je me suis dit, bon, mais laisse tomber, tu laisses partir. C'est impossible qu'il y ait 10 gars qui soient à leur allure normale, à leur allure de course à ce moment-là. Donc, laisse partir et puis tu fais ta course à ton rythme et forcément, tu vas les rattraper. Aussi, premier mètre de dénivelé, c'était sur une route à 20%, vraiment un pétard. Et moi, j'ai pris un malin plaisir à sortir mes bâtons directs et puis à essayer de faire le plus de bruit possible. Ça m'amuse bien sur la route. Bon, tac, 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 pour énerver un peu tout le monde. Ça, c'est bon esprit, bravo Mathieu. C'est mon petit kiff. C'est mon petit kiff. Et bon, au final, j'ai fait que 2-3 minutes parce qu'après, ils allaient beaucoup trop vite. Donc, après, je me suis mis dans ma course et les gars, je voyais s'étirer devant moi Tom Evans et son groupe de suiveurs qui montaient à une allure beaucoup trop rapide, quoi, au final. Et ça s'est confirmé puisque rapidement, petit à petit, il y avait un coureur qui sautait, un autre coureur qui sautait. Ils étaient tous partis trop vite et puis je les ai rattrapés petit à petit dans la bosse. Et je bascule en finale à la 5e place. J'en avais déjà rattrapé beaucoup et tout ça en vraiment gardant une allure maîtrisée. Donc c'était cool moi je suis monté avec une intensité constante et tout le monde et puis j'ai rattrapé les gars un par un jusqu'à basculer. J'ai vu qu'on voyait très loin devant. J'ai vu que je basculais à 2 minutes
de Tom et du Norvégien qui s'était extirpé du groupe. Et ensuite, derrière, il y avait un deuxième Norvégien qui, je savais, qui était assez costaud sur ces distances-là parce qu'il avait coté à 860 il y a un mois et demi en Italie sur un 60 km. Donc vraiment, un parcours, enfin une distance de course, une durée de course assez similaire. Donc je savais que lui, il pouvait potentiellement être costaud. Et puis ensuite, il y avait un Italien, Simone Dalin, qui est aussi relativement solide sur ces distances-là. Donc au final, le tri de tous ceux qui étaient partis trop vite et ceux qui étaient ceux qui étaient un peu plus au-dessus était fait. Et donc je bascule à 2 minutes de la tête et à 1 minute du groupe de poursuivants. Et là, la descente, c'était vraiment un beau morceau, 1000 mètres de démoin, ouais. Ouais, 1000 mètres de démoin d'un coup et que de la caillasse. Au début, des marches, des cailloux dans tous les sens, c'était vraiment technique. Et là, pareil, je me suis dit, ça fait que 45 minutes de course, t'as encore 5 heures à tirer. La descente, tu reviendras plus tard. La descente, surtout, te fait pas mal, t'exploses pas les quadrilles. Parce que j'avais un mauvais souvenir des France après 200 mètres de dénivelé négatif où je m'étais dit, c'est un peu tes qualités, vas-y, fais-toi plaisir. Au final, j'avais trop mal aux cuisses après. Et là, je me suis le plaisir n'a pas duré. Là, je me suis dit, il y a 1000 mètres, prends ton temps, quoi. Donc, j'ai vraiment essayé d'aller dans la fluidité. Et par contre, là, c'était incroyable. Les vues sur cette descente et les paysages à ce moment-là, c'était vraiment... T'as le temps de profiter? Ouais, pas vraiment de profiter, mais tu lèves un tout petit peu les yeux de temps en temps. Et ouais, t'es conscient que c'est beau, quoi. Et toujours ce ciel bleu pour nous accompagner. Et pas mal de randonneurs qu'on croisait. Donc ça, c'était aussi un petit peu de slalom, mais ça a été. Et j'ai vu que... Tu leur faisais peur avec tes bâtons? Non, mais moi, je les avais rangés, par contre. Ouais, j'imagine. Les bâtons en descente, ça, j'ai jamais vu encore. Ouais, ça peut être bien peut-être à la fin de l'ultra quand on est défoncé, mais j'ai jamais encore vécu ça. Donc, tu reviens sur la tête de course en bas de cette première descente, aux environs du kilomètre 15. Ta stratégie, elle s'avère payante, finalement, de bien t'écouter et de pas paniquer, même si ça part fort devant. Je suis revenu, mais vraiment progressivement à la descente, sans sortir vraiment de ma zone de confort, juste en essayant d'être fluide. Alors que l'Italien et le Norvégien qui étaient basculés 3 et 4, ils ont fait l'effort direct pour recoller sur le groupe de tête. Je pense que là, ils l'ont payé un petit peu aussi après. Moi, je suis vraiment revenu tout au long de la descente. Je les voyais qui se rapprochaient petit à petit, mais ça a vraiment pris tout le temps de la descente, jusqu'à recoller vraiment au niveau du ravito, kilomètre 15. Sur lequel il n'y a pas d'assistance, je précise. Ouais, ça, c'est une spécificité. Enfin, je sais pas si c'est une spécificité, c'est aussi comme ça à l'OCC. Mais sur cette course-là, il y avait 3 ravitaux, mais aucune assistance autorisée, donc juste les produits qui sont présents sur la course. Ça, c'est aussi une petite spécificité qui oblige à avoir beaucoup de planification et de réflexion sur comment optimiser tout ça. Mais je suis vraiment contente de la façon dont ça s'est géré. Et les bénévoles étaient aussi super cool et super rapides pour nous aider, donc ça s'est bien passé. Et là, on ressort le groupe de 5. Et à partir de ce moment-là, il y avait 4 km de faux plats avec un peu des petites bosses en fond de vallée, le long d'un lac aussi, où on remontait un peu sur les flancs de collines. Et là, c'était encore une fois le show du Norvégien qui était rapide. Je sais pas ce qu'il avait en tête, mais il essayait à tout prix de faire la différence sur Tom Evans et d'essayer de faire le trou à chaque fois qu'il pouvait. Et aussi une spécificité de cette course, c'est qu'il y a beaucoup de barrières et de passages où il faut passer au-dessus de clôtures. Bon, donc il y a des petites échelles pour les chemins de randonnée, et il y a aussi des barrières à ouvrir, etc. Et dès qu'il y avait une barrière à ouvrir, il l'ouvrait, il partait à fond, ou dès qu'il y avait une clôture à sauter, il sautait du haut de la barrière pour essayer de prendre quelques mètres sur Tom Evans. Et du coup, on a fait l'accordéon pendant 5 km. Moi, j'étais avec 3, on était 3, 4, 5, et il y avait les deux gars un qui partait, Tom qui allait le rechercher, ensuite il ralentissait, et il faisait que des attaques. Et moi j'étais derrière le groupe et j'essayais vraiment de tamponner, de rester. T'avais les popcorn et tu regardais. Ouais, c'est ça. Devant. Je regardais devant et je voyais le Norvégien qui faisait ses attaques et qui s'éloignait. Ensuite, on revenait et c'était assez marrant à regarder, mais je me disais, mais ouais, je sais pas ce qu'il fait, quoi. Je sais pas ce qu'il lui prend. Surtout qu'il avait dit la veille à la conférence de presse, il avait dit, ouais, Tom, il m'a déjà mis 1 heure sur le dernier marathon de la dernière course qu'on a fait ensemble. Du coup, si je suis avec lui, c'est que c'est vraiment pas bon signe. Et au final, il n'a pas réussi à se retenir d'essayer de le faire sauter dès qu'il pouvait. Et ouais, au final, ça n'a pas trop marché. On est arrivé au kilomètre 20, on était encore tous les 5, les uns derrière les autres. Et devant vous, il y a un gros morceau. Ouais, là, il y a la plus grosse bosse du parcours. Pareil, 1000 mètres pour remonter au sommet du massif, pour remonter à Snowdon. Et il commence à faire vraiment chaud. Et ça a aussi été un facteur déterminant de cette course. Je pense à la gestion de la chaleur et l'hydratation, parce que pour le Pays de Galles, c'est vraiment un comble d'aller courir au Pays de Galles et souffrir de la chaleur, mais au final,
je pense que c'est quelque chose que j'ai pas mal payé. Même si j'ai géré, je pense que je l'ai vraiment bien géré, il y avait quand même un petit manque d'acclimatation, je pense. Et donc dans cette bosse, le numéro continue, le Norvégien part à bloc pour essayer je sais pas pourquoi, mais il part à bloc. Et donc il part tous les deux avec Tom, et nous on se retrouve 3, 4, 5 pendant une vingtaine de minutes. Là pareil, je suis en gestion, je regarde mes pulses, je m'excite pas parce qu'avec la chaleur elles sont quand même déjà très hautes. Et puis au bout d'un moment, et il aurait peut-être fallu que je me retienne un petit peu plus, mais j'en pouvais plus d'attendre et de dire et de me dire attends. Et donc là on est au bout de 2 heures de course et je commence un peu à produire mon effort. Je me débarrasse du troisième, du quatrième et cinquième du coup à ce moment-là, parce que il commence un petit peu à ralentir, et moi je vois que devant quand même le trou il commence à vraiment être gros. Alors peut-être que ce Norvégien il était pas si fou que ça, et peut-être qu'aujourd'hui il est très solide, et donc je me dis il faut peut-être pas non plus que je les laisse trop partir. Et donc je mets en route la machine à bâtonner, et puis là je me laisse un petit peu porter par l'excitation, et après analyse des pulses, j'ai quand même fait plus d'une demi-heure au niveau de mon SV2. Donc c'est peut-être un petit peu trop pour une course aussi longue, mais à ce moment-là, j'avais vraiment des bonnes sensations et je commençais à revenir sur la tête de course dans cette bosse. Donc c'était aussi un petit peu excitant. Et donc je double ce Norvégien. Lui, il a fini par ne plus pouvoir suivre Tom, et il a vraiment souffert de la chaleur. La petite anecdote, c'est que dans le matériel obligatoire, il y avait un collant long, et je sais pas pourquoi il s'est dit je vais le mettre comme ça, j'aurais pas besoin de le porter dans le sac. Alors qu'il faisait, je sais pas la température, mais il faisait quand même, bien joué. Il faisait quand même très chaud avec beaucoup de soleil. Et donc il était là il était tout en long, en noir. Et c'est la couverture de survie qui était en trop, peut-être. Ouais, peut-être ça rentrait pas dans son sac. Du coup, il s'est dit, je vais le mettre. Mais je pense qu'il devait bouillonner. Il devait faire 50 degrés sous sa tenue. Et là, il me dit, bien joué. Mais du coup, j'étais quand même un peu surpris. On était qu'au bout de 2 heures de course. Bien joué le short. Ouais, il nous a fait 2 heures de course et il me dit bien joué. Et j'ai envie de lui dire, mais l'arrivée, c'est dans 3 heures, hein, c'est pas fini, il continue. Donc bref, je m'attarde pas et je continue, et on arrive sur les crêtes en haut du massif, et là c'est vraiment beau, les crêtes sont vraiment effilées, et je rentre sur Tom Evans. Donc c'était quand même un moment assez excitant et assez euphorisant de voir que je rentre sur Tom Evans, que j'ai l'impression qu'il pioche vraiment, qu'il se retourne beaucoup, qu'il essaye de forcer pour pas que je rentre, et qu'au final je rentre quand même. Donc là, c'était très raide. Il avait fait le choix de pas prendre de bâton parce qu'il préparait la Western, donc une course qui est assez rapide. Donc, il avait fait le choix de pas prendre de bâton pour se préparer à ça. Et je pense qu'à ce moment-là, la différence de bâton pas bâton a quand même aussi joué, parce que c'était très vertical. Et donc, on arrive ensemble au sommet de la course au bout de 2 heures et demie de course. Et là, l'excitation est quand même assez élevée, quoi. Et vous décidez de vous perdre, puisque c'est un peu trop simple et que la course se passe trop bien. Ou avec Tom, vous mettez un peu de piment en vous trompant de direction. Ouais, on commençait à descendre. Là, c'est un vrai slalom, parce que vu que c'était samedi matin, un grand soleil, les touristes, c'était incroyable. C'est un peu le pèlerinage là-haut de monter au Mont Snowdon, et là, il y avait du monde, mais c'était fou. Mais ils étaient pas forcément là pour encourager la course, ils étaient là pour faire leur petite rando du samedi et monter au sommet. Du coup, un grand slalom, et puis une descente partagée avec Tom. C'était quand même vraiment cool comme sensation de commencer à descendre, partager une descente avec les tous meilleurs athlètes du monde, avec Tom Evans, et de sentir que j'étais facile, quoi. Par rapport à lui, je pense que techniquement, il a pas des qualités énormes là-dessus. Et du coup, dans cette descente qui était très rocailleuse au début, j'ai un peu la sensation de l'attendre, quoi. Donc là, je me dis, ouais, mais je suis revenu sur Tom Evans. Dans les descentes, je suis meilleur que lui. Ça va peut-être être ma journée. Ça, aujourd'hui, c'est quand même cool, quoi. Ça va bien. Et ça, c'est vraiment des sensations. C'est aussi pour ça que tu t'entraînes tous les jours. C'est pour vivre des moments comme ça, quoi. Partager des courses avec Tom Evans et se dire, je me sens vraiment bien aujourd'hui. C'est trop cool d'être en montagne. Tout va bien. J'ai bien géré ma nutrition. J'ai bien géré mon hydratation. C'est bien. Jusqu'à un moment, et puis on commence un peu à discuter. Il me dit, ouais, t'as fait un bon hiver, t'as l'air en forme. Je dis, ouais, on dirait, mais pas tant que ça. Et du coup, il me dit, ouais, depuis la Transgrands-Canaria l'an dernier, ça s'est passé comment, etc. On discute un petit peu, c'était sympa. Et au bout d'un moment, il me dit, on s'est perdu, mince, on n'a pas pris le bon chemin, il faut couper là. Et là, on se retrouve à couper à travers un marécage gallois. Et là-bas, c'est un peu des pièges, tu sais pas trop où tu mets les pieds. Et à un moment, c'est marrant. Du coup, je pense que le chemin était à 300-400 mètres à traverser de marécage. Et d'un seul coup, on tombe tous les deux en même temps. Mais là, il avait commencé à prendre un petit trou sur moi parce que il savait où il allait. Moi,
erreur de débutant. Enfin, je sais pas si c'est une erreur de débutant, mais c'est une erreur que je devrais pas faire normalement. D'habitude, j'ai toujours la trace GPX dans ma montre et quand je fais une course, j'ai toujours la trace pour savoir si je me perds ou pas. Et là, ce jour-là, j'avais oublié de mettre la trace. J'y pense une demi-heure avant le départ, mais j'ai plus mon smartphone, j'ai plus que mon petit téléphone de matériel obligatoire, donc c'est trop tard pour mettre la trace dans la montre. Et donc à ce moment-là, je suis obligé de suivre Tom parce que je sais pas où on va. Et s'il y a lui qui a la trace, donc faut pas que je le laisse partir. Et d'un seul coup, on tombe tous les deux en même temps dans le marécage. Paf, on s'écrase dans dans la boue. Enfin, c'est pas vraiment de la boue, c'est plus des tourbières. Et il fait tomber son sachet de poudre pour le prochain ravitaillement. Et donc je le ramasse. Et puis je me relève un petit peu moins vite que lui. Et là, il a 20-30 mètres d'écart. Et puis après, quand on retrouve le choix, c'était plus des pistes assez roulantes. Et là, par contre, autant quand c'est technique, j'avais l'impression d'être bien. Par contre, quand c'est roulant, avec ses grandes pattes, il déroulait. Et j'arrivais plus trop à rentrer. Donc là, on avait 30-40 mètres de différence. Et je porte son sachet pendant 2 kilomètres. Et là, au bout d'un moment, je me dis, oh, mais si j'arrive pas à le rattraper, je vais pas trimballer son sachet jusqu'à la ligne d'arrivée, quoi. Du coup, je crie. Et il m'entend et je lui dis ouais, ton sachet. Et là, du coup, il m'attend 10 secondes, je lui redonne le sachet et il dit oh merci, c'est trop cool. Bon voilà, c'est des petites anecdotes, mais c'était rigolo de faire l'équipier de Tom Evans et de lui porter sa nourriture jusqu'au prochain ravitaillement. Et donc on arrive au bout de 3 heures de course au pied de la deuxième descente. Donc pour resituer, il y a 4 montées. Donc les 2 premières c'était 900 et 1000 mètres et les 2 suivantes c'était un petit peu plus court, c'était des montées de 600 mètres. Et donc on arrive là, on a fait les deux grosses montées de la course, on fait ravitaillement express. Il y avait 2 points d'eau. Kilomètre 30 pour donner un peu de contexte. C'est ça. Il y avait 2 points d'eau, du coup on remplit en parallèle nos flasques, on met le même temps. Et là il repart, mais 2 fois plus vite que l'allure où on est rentré dans le ravito, quoi. Et du coup j'ai compris que c'était le moment où jamais, si je voulais suivre, qu'il fallait suivre Tom Evans. Du coup j'embraye un peu, mais j'embraye 20 secondes et après je me dis ah non mais là Tom, il commence sa course maintenant et moi, je commence la fin de ma course et lui, il commence le début de sa course. Et donc, ouais, j'ai l'illusion. Royalement, tu décides de laisser partir. Ouais, là, je me dis, ouais, je suis quand même venu faire une course pleine. Je suis deuxième. Normalement, si j'arrive à tenir, j'ai vu que tous les autres, ils ont déjà un peu pioché jusqu'à maintenant. Fais pas le fou. Gère jusqu'à la ligne et une prochaine fois, tu pourras tenter, mais là, aujourd'hui, j'ai vu qu'il était quand même un cran au-dessus, qu'il est parti beaucoup plus vite et que l'écart c'est assez vite creusé. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai quand même fait une course plus en gestion et l'idée, c'était d'aller à la ligne et plus de... Ouais, j'ai commencé à sentir un peu l'énergie qui descendait, quoi. Ce qui a pu le favoriser aussi, au-delà peut-être des qualités du moment ou athlétique ou autre, c'était lui, il était dans un processus d'adaptation en vue de la western aussi sur la chaleur, donc il a peut-être aussi moins souffert versus toi qui sortais de Innsbruck et puis d'un contexte peut-être plus hivernal. Ça peut peut-être jouer aussi à la marge sur tes sensations. Ouais, je pense, mais même pas à la marge. C'est quand même une grosse différence. Il faisait vraiment chaud. Moi, tout le dernier mois, à Innsbruck, il a quand même fait une météo relativement exécrable. Il a beaucoup neigé sur le parcours des championnats du monde. Et à Innsbruck, il faisait pas très beau et je me suis jamais entraîné dans la chaleur. Et lui, il a fait énormément de tapis. Après, on a pas mal discuté et vraiment, c'est un protocole qu'il a mis en place de s'adapter à la chaleur et de créer des stimuli intenses là-dessus. Et donc, ouais, il était vraiment prêt pour ça. Et moi, j'étais pas du tout préparé. Et enfin, quand on va faire une course au Pays de Galles, on se dit pas, faut que je fasse une acclimatation, quoi. Et donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui explique le gros gap de sensations à ce moment-là. Donc tu passes sur une course en gestion, tu l'as dit, tu croises Grégoire Kermer qui est lui sur le 100 km, donc passe un petit moment ensemble, donc toi tu gères ta course, tu vois que ça revient pas derrière, donc tu peux être serein. Tu te fais quand même une petite frayeur, je saute un peu dans le temps, mais il y a une dernière descente un peu raide de 5 km. Tu te fais un dernier petit coup de stress avant l'arrivée? Ouais, ouais, là il est parti. Quand Tom est parti, il restait 2 heures de course, donc ça a été quand même assez long cette gestion et en fait je voyais relativement jamais personne derrière, du coup ouais, je pense que si j'avais été un peu plus poussé dans mes retranchements, ça aurait été possible d'aller plus vite, mais Nico m'avait aussi dit, si t'es tout seul, va pas t'exploser non plus. C'est Nico Martin, c'est mon entraîneur. Il m'a dit, si t'es tout seul dans la dernière descente, l'idée c'est quand même de se préparer pour le Lavaredo plus que de faire une grosse perf ici, donc va pas t'exploser non plus. L'idée c'est de pouvoir reprendre l'entraînement relativement rapidement après. Donc c'est aussi pour ça, tous ces facteurs qui ont fait que j'ai fini assez lentement. Et donc oui, j'ai doublé Grégoire Kurmer qui lui faisait le 100 miles. C'était sympa de partager un petit moment de la montée.
un moment qui a été trop lent à mon goût parce que lui était dans les derniers kilomètres d'un 100 miles. Normalement, j'aurais dû le doubler à double vitesse, mais ça a pris un petit peu de temps avant que je sois trop loin pour discuter avec lui. Mais bon, ça s'est fait. Et puis derrière, je voyais toujours personne, donc j'ai continué mon petit bout de chemin sur les collines plus verdoyantes de la fin. Il y a un petit contraste par rapport aux rochers du début. C'est les collines assez verdoyantes, mais par contre super exposées à la chaleur, donc j'ai quand même continué de souffrir parce qu'on arrivait vers midi, 13h et toujours le soleil qui était à son paroxysme, donc c'était pas facile. Et oui, dernière descente, petite frayeur. Il reste une dernière descente technique très très verticale, mais pas très longue, avant d'arriver sur plus un chemin en gravel. Et là, à 20 mètres du chemin en gravel, moi j'ai la cheville qui a tourné et ça m'a fait très mal sur le coup et très peur. J'ai sautillé quelques pas et je me suis dit voilà, maintenant tu finis, c'est pas grave. Et puis j'ai eu très mal au final 1 ou 2 minutes et puis c'est passé. Donc c'était une petite frayeur de quelques secondes, mais j'ai eu de la chance. Il y a rien qui s'est déchiré. J'ai eu mal après 3-4 jours après, mais rien de très très grave. Et du coup j'ai pu finir en déroulant sur cette piste en gravel et en doublant un peu en slalomant tous ceux qui faisaient la fin du 25 km et c'est jusqu'à la ligne en essayant de pas trop m'endormir non plus, mais sans non plus m'exploser et sans aller chercher tout au fond de moi la course. En fait, je pense que mentalement j'avais déjà un peu réussi ma course, du coup je me suis pas transcendé sur la fin du parcours, quoi. Tu conclus ces 55 km et 3300 mètres de D+, à la deuxième place après 5h27 et 11 secondes d'effort, 24 minutes et 36 secondes derrière Tom. C'est quoi le sentiment qui prime? C'est le sentiment du devoir accompli parce que il y a la qualif, il y a dans lequel tu es allé chercher pour Chamonix, mais au-delà de ça, il y a la manière aussi, les sensations ont été bonnes, tu as l'impression de retrouver un élan que tu n'avais pas connu depuis un bon moment? Ouais, donc pour ceux qui aiment les chiffres, petit détail, 5h27, c'est le temps de Tom. Moi, j'ai mis 5h51. Tu as raison, ouais. Il y a toujours des gens qui vont le faire remarquer, du coup, je préfère... tu fais bien, effectivement, 5h27, c'est le temps de Tom, et toi, t'es 24 minutes après. Voilà, les bons temps. Et les sensations, c'est vraiment... Ouais, c'est un mix de ce que tu as dit, c'est la sensation du devoir bien fait. J'ai vraiment respecté le plan de course que je m'étais donné. L'idée, c'était de valider ma qualif, c'était de valider ce retour. Après 6 semaines d'entraînement qui s'étaient vraiment passées comme j'avais envie. Si j'avais pu changer quelque chose dans les 6-8 dernières semaines après les France, franchement, j'aurais rien changé. La prépa s'est trop bien passée. J'ai fait des belles semaines. J'ai bien récupéré. Donc, de pouvoir valider ça en course, une belle course sans douleur, avec des excellentes sensations pendant plus de 3h30, jusqu'après, ça se dégrade un peu, mais avec la sensation d'avoir bien géré son alimentation, bien géré son rythme, d'avoir pris du plaisir dans les descentes, etc. Donc ça, c'est vraiment une grande sensation de plaisir. Et puis aussi de valider un peu ce processus de professionnalisation, même si pour l'instant le niveau de performance il n'est pas encore celui sur lequel j'ai envie d'aller. C'est quand même une vraie étape dans la fin des galères et dans le début de cette nouvelle vie, de tout valider. Donc c'est aussi un peu un soulagement, je pense. Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais sur ta course? Là, on a parlé de tous les enseignements très positifs. Est-ce que malgré tout, il y a des choses que tu optimiserais ou que tu jouerais différemment? Ouais, peut-être d'attendre encore plus avant de produire mon effort. La deuxième bosse où je me suis un peu laissé aller, sur le coup, j'avais vraiment envie d'y aller, j'en pouvais plus d'attendre, mais sur le trail long, je pense que c'est quand même vrai. Là, vu que c'était 6 heures, ça allait, mais la clé de la réussite sur le trail long, c'est vraiment de réussir à se pacer et de réussir à finir, à péter le moins possible. Et c'est pour ça, il faut vraiment réussir à faire les descentes tranquilles, à gérer aussi les premières montées, même si les sensations sont là. Et peut-être que si j'avais à refaire la course, j'aurais attendu peut-être encore un tout petit peu plus avant de produire un effort, mais globalement, c'est quand même beaucoup, beaucoup de positif que je retiens de cette course. Tu soulignes par ailleurs, notamment sur Instagram, l'écart avec Tom Evans. Qu'est-ce qui te sépare en tout cas de ce que tu appelles toi des coureurs de classe mondiale comme Tom aujourd'hui, à les côtoyer justement et être au contact d'eux dans ces épreuves-là et être plus près d'eux, ce qui est en soi extrêmement positif. Qu'est-ce que tu te dis sur ce qu'il y aurait encore à faire comme chemin pour toi pour être à ce niveau-là? C'est sûr que prendre 25 minutes en 3 heures de course, ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal, mais j'arrive à relativiser en me disant, Tom Evans, c'est un des tout meilleurs coureurs de la planète, un des plus polyvalents. C'est vraiment quelqu'un qui m'inspire énormément. Et surtout, lui, il est dans un processus de préparation où ça fait des mois qu'il est dans le droit chemin et des mois d'entraînement. Et moi, je suis content de mon dernier mois d'entraînement, c'est tout. Et en fait, la clé aussi du très haut niveau, c'est de pouvoir enchaîner sans se blesser pendant très longtemps, c'est d'avoir
ouais, d'avoir une grande, d'être persévérant et d'avoir des périodes très très longues d'entraînement qui soient très structurées, très qualitatifs et bien construits. Et donc ça, c'est ce qui m'a manqué. Et clairement, sur la dernière année, bah, moi, c'est pas du tout mon cas. Ça fait que un mois où j'ai l'impression d'être dans le droit chemin. Donc, c'est normal de pas encore être là où je veux être. Et aussi, pour le petit détail, bah, Tom, il est pas venu là en sortie longue. Il a dit quand même que c'était vraiment une étape dans sa préparation, que s'il avait choisi d'être sur le 50, et c'est parce qu'il se sentait vraiment prêt, et qu'il avait choisi de faire une semaine d'affûtage pour arriver très en forme sur cette course et de tout donner et de finir à bloc. Il a vraiment fini les derniers kilomètres à bloc pour faire une grosse séance pour la Western. Donc c'est aussi ça qui explique ce grand écart, quand moi j'ai fini plus un peu en gestion. Mais ouais, ce qui me sépare un peu de ces gars-là, bah, c'est... Ouais, je pense que bah, les derniers mois, bah, déjà maintenant tous les meilleurs athlètes, ils sont quasiment pros. Et donc ces derniers mois, je faisais mon stage à EDF pour finir mon stage de fin d'études, donc ça me prenait quand même 35 heures par semaine. Donc ça, c'est des choses que tu mets pas dans la récupération, etc. Je me suis pas entraîné comme je voulais. Et donc je me dis que si j'arrive à m'entraîner comme j'ai envie et comme je pense qu'il faut s'entraîner pendant une année consécutive, et ben si je fais tout bien, il n'y a pas de raison que j'arrive à réduire cet écart sur le plus petit possible, quoi. En tout cas, c'est une très belle première brique que tu as posée, un beau jalon sur ce chemin-là qui s'offre à toi après ce mois de prépa qui s'est passé de façon optimale après les France. Question classique du podcast, une image que tu retiens de Snowdonia, s'il n'y en avait qu'une. Ouais, c'est le début de la descente avec Tom Evans, quand je viens de rentrer sur lui, quand on est vraiment sur le sommet des crêtes, et là c'est magnifique, que le chemin est hyper technique, que je prends énormément de plaisir et que c'est super joueur et qu'on discute un peu et que j'ai les sensations que tout va bien. Alors à ce moment-là, c'était quand même trop cool, quoi. Mathieu, tu nous en as parlé de ton avenir et des semaines et des mois qui se profilent. Il y a l'Avaredo à court terme, il y a la CCC fin août. La CCC pour toi, c'est l'optique, là, c'est te confronter à ce que le trail fait de meilleur sur ce format 100 km, donc c'est jauger de ton niveau, ou l'idée c'est de viser une performance notable et remarquable? Dans quelle démarche tu es là aujourd'hui? C'est pour faire le point là où tu en es face au tout meilleur, ou est-ce que tu y vas pour briller et faire un coup d'éclat? Non, le point, il a été fait là à Snowdonia et il sera fait au Lavaredo. Mais si je vais là-bas, donc oui, c'est pour me confronter à tout meilleur, mais c'est pour me confronter pas pour savoir où j'en suis, c'est pour me confronter et être performant. C'est ça qui me fait vibrer, c'est d'aller chercher le top niveau mondial. Et bah la CCC, c'est ce qui se fait de mieux en termes de format 100 km, en termes de densité et de niveau des athlètes. Donc tu peux pas dire je veux faire du haut niveau et sans se mesurer aux autres. Donc moi je veux faire du haut niveau, je veux être là-bas. Mais oui, j'ai envie d'être performant et là je suis assez confiant. Il reste à 4 mois pour me préparer, donc si tout se passe bien, je sortirai de 5-6 mois de prépa rigoureuse, et donc j'ai envie d'être performant là-bas. Je te propose de conclure cet épisode, Mathieu, avec notre dernière question qui est le motto de la fin. Est-ce que tu aurais une citation, une devise qui illustrerait ta philosophie de vie ou ton rapport à ta pratique sportive, une phrase un peu totem que tu voudrais partager avec nous? Ouais, j'ai pensé à une phrase. Je suis pas du genre. Enfin, c'est pas une phrase qui me définit fortement, mais c'est une phrase que j'aime bien et qui résonne un peu. C'est faut faire les choses pas parce que ça va marcher, mais parce que ça a du sens. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans beaucoup de domaines, et à la fois dans le sport. Là, si aujourd'hui je fais les choses que je fais, je peux pas dire je l'ai fait parce que ça va marcher, c'est sûr à 100% dans une année ou deux, parce que tout va marcher. Je le fais parce que je pense que ça a du sens dans ma démarche, ça a du sens dans ma pratique, que ce soit sur le niveau sportif ou que ce soit sur ma communication. Moi, j'ai lancé ma chaîne YouTube, je l'ai pas lancé parce que ça allait marcher, je l'ai lancé parce que ça avait du sens pour moi de vulgariser, d'expliquer ce que je faisais, de partager, etc. mes courses. Pareil, tout ce qui est entraînement, intégrer de la musculation, etc. Je suis pas certain à 100% que ça a marché, mais par contre, j'ai des raisons, je l'explique, ça a du sens, etc. Et aussi, ça peut s'appliquer dans d'autres domaines, dans la vie en général, ou aussi dans l'écologie ou dans la sobriété, etc. Tout ce que on essaye de mettre en place, toutes les choses auxquelles on renonce, etc. Pas forcément parce que je me dis pas le combat qu'on est en train de mener contre contre ce réchauffement climatique et contre tout cet effondrement de la biodiversité, etc. Tout ce que moi j'essaye de mettre en place, je le fais pas parce que ça va marcher, mais parce que ça a du sens de le faire. Donc voilà, c'est une phrase un peu qui me plaît bien.
Merci beaucoup Mathieu, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode, je n'ai rien vu passer. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ta Sodonia qui nous a fait voyager pour la première fois dans Course épique du côté du Pays de Galles. Bravo à toi encore pour cette très belle et prometteuse performance. Merci également d'avoir partagé avec nous ton parcours de vie et puis de t'être livré vraiment à cœur ouvert sur ces 2 dernières années qui ont été certes mouvementées mais qui ont été surtout source d'espoir et puis de premiers accomplissements et puis fait de décisions qui ont été majeures et assumées dans la construction de la suite de ta carrière. Je te souhaite donc de te réaliser pleinement dans ces différents objectifs et puis de trouver ton plein accomplissement, d'enterrer son choix, voilà, et puis de trouver aussi tout le sens que tu as envie de donner à cette trajectoire qui se dessine. On l'a bien compris, c'est un mot qui est fondateur pour toi. Sois sûr aussi que les auditeurs du podcast et moi-même te suivront avec une attention particulière dans les prochaines semaines du côté du Lavarado et puis aussi à Chamonix fin août avec la CCC qui est un grand rendez-vous pour toi cette année, on l'aura compris. Merci encore pour tout, ça a été un super moment Mathieu. Merci Guillaume, c'était un vrai plaisir de partager ce moment. Merci beaucoup Mathieu, à très vite, ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.